Allary, Madame Émilie Partouche, Monsieur Anthony Paget, Madame Anaïs Abrahamian, qui a donné procuration à Monsieur Serge Bénica, ici présent. Serge? Oui, il n'a pas bougé. Monsieur Loïc Rouzot, Monsieur Jean Naya, qui a donné procuration à Monsieur Charles Dalmasso, Madame Monique Robineau-Chélan, Monsieur Charles Dalmasso, ici présent, Madame Aurélie Trichot-Pirani, Madame Francine Larocca et Monsieur José Gonzalez, qui est aussi un nouveau venu. Je vais y revenir. Est-ce qu'on est bon pour la diffusion? C'est parfait. Allez, on va pouvoir commencer donc ce 8e conseil municipal de la mandature. C'est déjà le 2e de ce début d'année, après le vote du budget, vous le savez, qui nous avait réunis dès le 28 janvier dernier. C'est une cadence qui est indispensable pour répondre à la crise sanitaire et pour conduire les grands projets qui nous attendent au cours de cette année 2021. Notre conseil municipal se réunit à nouveau ce soir sans public pour se conformer au protocole sanitaire en vigueur. Et chaque élu bénéficie bien naturellement d'une attestation dérogatoire au couvre-feu pour nous permettre d'assister collectivement à cette séance. Une séance qui, comme pour les 7 conseils municipaux précédents, est filmée et diffusée en direct, conformément à la double exigence que nous nous sommes fixée de proximité et de transparence. En ouverture de ce conseil municipal, donc, je tenais à vous informer de l'arrivée de 2 nouveaux membres au sein de cette assemblée, après les récentes démissions de membres de l'opposition. M. Charles Dalmasso, à qui nous souhaitons la bienvenue ce soir, qui remplace donc M. Gérard Bismuth, démissionnaire, et M. José Gonzalez, qui signe son retour au sein de notre assemblée, en remplacement de M. Laurent Jacobelli, dont j'ai reçu une lettre de démission que je vais vous lire, comme je le fais systématiquement. Donc une lettre que M. Laurent Jacobelli nous a adressée le 23 février dernier. Monsieur le maire, je vous présente ma démission de la fonction de conseiller municipal. Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'une décision difficile, mais logique, dans la mesure où je suis appelé à mener d'autres combats. Pour ceux qui ne le savent pas encore, M. Jacobelli s'installe désormais en Champagne dans le cadre des futures élections régionales. Je forme le vœu que la belle commune d'Allaux et ses habitants puissent compter sur le travail d'une majorité ouverte aux idées de l'opposition et sur une opposition déterminée mais constructive. Je tiens par la présente à remercier l'ensemble du conseil municipal et vous-même pour le dialogue ouvert que nous avons pu établir dans le sens du bien commun. J'ai eu l'occasion de m'entretenir téléphoniquement avec lui et nous lui souhaitons une bonne continuation dans l'exercice de ses missions. Messieurs Charles Dalmasso et Monsieur José Gonzalez m'ont fait parvenir un courrier pour se constituer en groupe au sein de notre assemblée. Donc M. Charles Dalmasso composera un groupe désormais avec Mme Aurélie Trichot et M. Jean Naya. Et M. José Gonzalez, donc, qui reprend le groupe en remplacement de M. Jacobelli, sera donc toujours avec Mme Larocca, ici présente. Je vais peut-être laisser la parole à M. Dalmasso et à M. Gonzalez pour nous dire quelques mots relatifs à la constitution de ces groupes. Oui, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les adjoints conseillers municipaux, notre groupe Allô en Action a pour seul objectif d'agir et d'œuvrer pour l'intérêt des Allodiennes et des Allodiens. La sauvegarde de notre identité et de notre qualité de vie. Madame Aurélie Trichot-Pirani, M. Jean Naya et moi-même aurons une attitude constructive. Merci. Merci à vous pour cette déclaration. Donc vous êtes désormais constitué en groupe, je le rappelle, avec Mme Trichot et M. Naya. Je passe la parole désormais à M. Gonzalez, qui constitue aussi un groupe avec Mme Larocca. Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames, chers collègues, me voici à nouveau venu, comme vous disiez, monsieur le maire, mais tout de même pour la 4e fois dans cette assemblée, et toujours au titre du Rassemblement national. Vous voyez, quand on aime, on ne compte pas. Toujours avec la même bannière, celle du Rassemblement national d'abord, puis du Front national d'abord, puis du Rassemblement national maintenant. Et la fidélité à mes convictions, c'est ma fierté, c'est mon honneur. Je prends ici le relais, comme vous l'avez dit, de mon ami Laurent Jacobelli, qui, lui, est investi d'une mission d'importance,
c'est-à-dire conquérir la région du Grand Est au titre du Rassemblement national, bien évidemment, lors des prochaines élections régionales. Pour ma part, et quand je dis pour ma part, je parle ici au nom du groupe que je représente, le groupe du Rassemblement national, avec Mme Larroca. Pour notre part, nous avons bien décidé de rester dans le sillage de ce qu'il a tracé, c'est-à-dire une opposition intelligente, du moins je l'espère, constructive et de force de proposition également. Aussi bien, chers collègues, lorsque vous aurez des actions ou des délibérations qui vont dans le sens de l'intérêt général, nous serons avec vous. Et dans le cas contraire, bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir. Mais toujours dans le plus grand respect que chacun d'entre nous mérite ici, puisque vous le savez, monsieur le maire, vous-même et moi, aussi Mme Robineau et même Mme Cohen-Desblancs à l'époque où elle était avec nous, nous avons subi les affres d'une majorité, enfin d'une partie de certains éléments de la majorité suffisants, pédants, insultants et avec une conception toute particulière de la démocratie pour éviter de reproduire ce schéma ici même. Et ainsi donc, dans un climat apaisé, chacun à sa place, bien évidemment, et chacun dans son rôle, et nous avons, je le répète bien, l'intention de jouer notre rôle d'opposant. Ainsi, nous pourrons, dans cette Assemblée, par nos délibérations, gérer les affaires de la commune dans le seul intérêt des administrés. Merci, chers collègues, de m'avoir écouté. Merci, M. Gonzalez, pour vos propos. Effectivement, vous parliez de la majorité précédente. Nous siégions à l'époque sur des bancs de l'opposition. Et effectivement, M. Jacobelli a dû vous le dire, ici, dans cette Assemblée, depuis que nous sommes en responsabilité, avec le groupe Génération Allo, qui est ici majoritaire, qui comporte 29 membres, nous avons à cœur de permettre à l'opposition de travailler de manière sereine, à condition qu'elle soit constructive. Et donc, je suis très heureux des déclarations qui sont les vôtres. Je n'hésiterai pas, si jamais vous venez à manquer à votre parole, de vous le rappeler. Mais ça, je compte sur vous pour respecter les mots que vous avez tenus ce soir devant notre Assemblée. Et donc, conformément à ce que nous autorise le règlement intérieur, je rappelle que donc, chaque groupe dispose, avant chaque vote, d'un temps de parole pour faire connaître sa position sur les questions mises aux voix. Et donc, le président de séance, en l'occurrence le maire ou son représentant, peut autoriser des explications de vote qui n'excèdent pas 3 minutes à raison d'un orateur pour la majorité, en dehors du maire et du rapporteur, et d'un orateur pour chaque groupe d'opposition. Avant d'entamer l'ordre du jour du conseil municipal, je tenais à revenir sur certains éléments d'actualité. Je vous accorderai la parole un peu plus tard, Madame Robineau. Je tenais à vous revenir sur certains sujets d'actualité. Le premier d'entre eux, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes, plus précisément. Et je tiens à saluer à ce qu'on a tenu à offrir à chacune des membres de notre Assemblée, majorité comme opposition, un stylo d'une jeune entrepreneuse allodienne qui s'appelle l'Atelier Doré. Je vous invite à découvrir ses créations. Et donc, chacune d'entre vous, mesdames, avait reçu donc un stylo en bois, avec la ligne d'Allo et votre prénom qui est gravé dessus. Voilà, c'est une petite attention aujourd'hui que je tenais à faire en cette journée des droits des femmes. Hier après-midi et hier matin, Madame André Colin, pour la fête des grands-mères, a fait le tour de nos maisons de retraite pour offrir un bouquet de jonquilles donc à toutes les grands-mères d'Allo. Ça me paraissait important qu'on puisse le faire pour rompre cet effet d'isolement qui est malheureusement inhérent à la crise sanitaire que nous connaissons. Je souhaitais revenir aussi, avant d'aborder les questions à l'ordre du jour de notre Assemblée, revenir sur le succès du chalet de la gastronomie. On va y revenir dans le cadre de ce conseil municipal pour en acter une délibération. Vous savez qu'on avait mené 2 opérations en lien avec Provence Tourisme et le département, avec le bus de la gastronomie. C'est dans la délégation de l'économie pilotée par l'opération pilotée par M. Laurent Castillo. Nous avons fait venir 2 fois le bus de la gastronomie au début janvier. Le succès de l'opération était tel que nous avons décidé de le pérenniser. Nous avons donc un chalet installé sur le cours du 11 novembre. Nous avons déjà 2 restaurateurs qui ont bénéficié durant 2 semaines de menus qu'il a mis à disposition dans le cadre de vente à emporter, ce que nous autorise heureusement la législation actuelle. Et ça a très bien marché. Donc on a commencé avec le restaurant Le Yodine et nous avons eu la semaine dernière le domaine de la Beauquière et qui a vendu 90 plats du jour pour le samedi. Donc c'est une belle opération qui se poursuit. Cette semaine, c'est Lousteau Gourmand. Donc je vous invite à commander les menus. Vous les retrouvez sur le site internet de la municipalité, sur les Facebook, sur les réseaux sociaux de la commune pour vous informer. Un document sera distribué aussi dans toutes les boîtes aux lettres de la commune prochainement pour que chacun puisse connaître l'opération.
Je souhaitais aussi faire un point sur la vaccination, qui est un sujet qui reste d'actualité. Vous savez que malheureusement, les lignes de vaccination étaient encore faibles, à l'échelle communale comme à l'échelle nationale, malheureusement. Bien heureusement, le gouvernement semble avoir pris la mesure de la situation et nous pourrons bénéficier à partir du 15 mars. Et je veux remercier l'ensemble des professionnels de santé mobilisés, la direction de l'hôpital d'Allot, tout le personnel soignant qui ouvre une deuxième ligne de vaccination à partir du 15 mars. Donc toute la logistique était en place. Ce qui nous manquait, c'était les doses de vaccins. Donc on va pouvoir enfin ouvrir une deuxième ligne de vaccination à partir du 15 mars. Je remercie Marie-Christine Cianarella de suivre ça en tant qu'adjointe à la santé de près. Et pour les gens qui souhaiteraient aussi se faire vacciner, nous avons la possibilité, nous avons conclu un accord avec l'hôpital de la Timone pour que les Allodiens puissent être intégrés et avoir des rendez-vous de manière prioritaire. Donc si jamais les Allodiens qui nous écoutent souhaitent pouvoir être vaccinés rapidement, deux options, l'hôpital d'Allot à partir du 15 mars, sinon l'hôpital de la Timone où ça sera encore plus rapide. Pour ça, je vous demande de vous signaler à l'adresse mail que nous avions mis spécialement en place lors du deuxième confinement, c'est covid19, tout attaché, covid19@allo.com, ce qui permettra à ce qu'on puisse prendre en compte votre demande et vous orienter au mieux en fonction de l'urgence de la situation. Nous avons mené aussi, pas plus tard que vendredi, une nouvelle opération de test PCR. Ce sont encore une centaine d'Allodiens qui ont pu se rassurer avant la reprise de l'école, avant de retrouver le chemin du travail ce lundi, avec des tests qui ont été communiqués en moins de 24 heures. Et donc, on remercie les pompiers d'Allot d'avoir mené cette nouvelle opération de prévention dans le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons. À côté de ça, nous poursuivons et nous essayons d'encadrer au mieux tous les protocoles sanitaires, notamment dans les écoles. Vous savez qu'en ce moment, il y a des validations qui sont en cours d'obtention pour qu'on puisse faire des tests salivaires dans les écoles. Voilà, important, de manière à ce qu'on puisse tester les enfants, les personnels qui travaillent plus régulièrement dans les écoles et mieux se prémunir de ce risque mutuellement. Et à l'occasion de ces tests, nous aurons l'occasion de faire une distribution de masques à nouveau adaptés à nos enfants dans les écoles. Deux dates importantes que je souhaitais aussi vous signaler, celle de l'opération de reboisement qui sera conduite le 21 mars prochain, donc dimanche 21 mars, notez-le à vos agendas, on va en parler aussi dans le cadre de l'ordre du jour de ce conseil municipal, et le marché aux fleurs qui aura lieu le dimanche 28 mars prochain. Donc deux dates à retenir, l'opération de reboisement le 21 mars, le marché aux fleurs dans le village le 28 mars. Je voulais signaler aussi, il ne doit pas être loin, l'arrivée d'un nouveau chef pour notre police municipale. Il s'agit de M. Rémi Bousquet, que vous allez pouvoir voir à l'écran, qui est là, qui va peut-être s'approcher un petit peu de nous. Voilà. Bienvenue à vous, Monsieur Bousquet. Il était chef de la police municipale à Ansuès-la-Rodonne. Il est dans nos effectifs depuis le 2 mars dernier. Il a un profil très intéressant, beaucoup d'expérience. Il a été en poste en police nationale. Il a dirigé donc la police municipale d'Ansuès-la-Rodonne et il vient renforcer nos effectifs avec une feuille de route bien précise. Merci à vous d'être avec nous ce soir et merci pour le travail que vous réalisez déjà avec l'ensemble des équipes. Et je salue aussi Monsieur Arnaud et Madame Moretti qui ont assuré l'intérim avant votre arrivée et qui seront donc à vos côtés pour l'avenir et pour améliorer la sécurité encore dans notre commune. Merci à vous et on vous souhaite la bienvenue. Nous allons entamer désormais l'ordre du jour de ce conseil municipal et je propose à ce que nous puissions faire le vote, donc qu'on puisse désigner notre secrétaire de séance et je propose la désignation du Benjamin de notre assemblée, à savoir Monsieur Louis Crouzeau, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient et donc j'ai déjà procédé à l'appel nominal des noms et je déclare donc la séance ouverte avec la désignation de M. Louis Crouzeau pour occuper les fonctions de secrétaire de séance conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Le point à l'ordre du jour concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2021. Je soumets aux voix cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous revenons donc sur les points liés à l'administration générale. Pas de débat, pas de vote, mais nous sommes donc obligés de prendre acte de la démission et de l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, lors du dernier conseil municipal, comme je vous l'ai indiqué, nous avons été informés de la démission de M. Gérard Bismuth et conformément donc au Code général des collectivités territoriales et au Code électoral, nous prenons acte de sa démission et de l'installation en remplacement de M. Charles Dalmasso en tant que nouveau conseiller municipal. La délibération 33 prévoit aussi
la démission de M. Laurent Jacobelli et l'installation d'un nouveau conseiller municipal, en l'occurrence M. José González. Et donc, nous avons acté l'arrivée de nos 2 nouveaux conseillers municipaux. Je vous renouvelle tous mes souhaits de bienvenue. Nous passons directement au volet emploi, promotion économique et commerce avec la délibération numéro 34 concernant la mise en place de l'opération Chalet de la gastronomie. Monsieur Laurent Castillo, vous avez la parole. Allez-y, Laurent Castillo. Afin de soutenir les restaurateurs durement touchés par la crise sanitaire, la commune a mis en place le chalet de la gastronomie dans le cadre de l'opération Sauve ton resto, venant en aide à nos restaurateurs. Au sein du chalet, chaque restaurateur alodien pourra proposer de la vente à emporter. Pour rappel, les ventes se font le mercredi en matinée et le samedi en matinée. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver cette opération ainsi que la convention de mise à disposition et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'elle appelle une demande de prise de parole? Oui, Madame Robineau, vous avez la parole sur cette délibération qui concerne la mise en place de l'opération Chalet de la gastronomie. Nous vous écoutons. Nous n'avons pas fait. Si je l'ai fait au conseil municipal précédent. Oui, mais là, c'était le départ de M. Bismuth, un monsieur qui a été très important dans cette commune, donc j'aimerais lui rendre hommage au sein de ce conseil municipal. Vous dire que j'ai pris acte des propos et de la déclaration de M. Dalmasso, et je me dis que ce sont bien sûr les mauvais côtés de la vie politique. Bien entendu, cela n'enlèvera en rien à la détermination que j'ai de me battre pour Allo et de respecter le choix des électeurs et le travail de l'équipe Ensemble pour Allo d'abord, qui nous ont permis d'être élus et de siéger au conseil municipal pour être dans une opposition constructive, comme je l'ai toujours fait. Concernant M. Bismuth, je tiens particulièrement à témoigner mon estime à Gérard Bismuth, qui a dû démissionner de son mandat de conseiller municipal pour raison de santé, après avoir, dès la première heure, secondé notre ancien maire, feu Roland Povinelli. Je voudrais ce soir rendre hommage à sa loyauté indéfectible, au travail accompli depuis plus de 45 ans, contribuant ici à la beauté et au rayonnement de notre commune. Homme discret mais brillant, il a été un des pivots de l'ancienne majorité. Homme de loi, il avait nécessairement les qualités requises pour présider le groupe des élus et être un conseiller incontournable dans tous les domaines. Je sais pouvoir continuer à m'appuyer sur ses compétences. Je lui souhaite un prompt rétablissement et le meilleur pour lui et toute sa famille. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Pas de commentaires sur le chalet de la gastronomie? Non. Ok. C'est une bonne Merci. Et je vote pas d'autres interventions. Alors je soumets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 35 qui concerne le contrat d'accompagnement municipal avec la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Et je laisse M. Serge Bénica, adjoint à l'économie locale, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Afin de revitaliser et dynamiser les commerces d'Allo, la commune souhaitait conventionner avec la Chambre de commerce et de l'industrie Aix-Marseille-Provence. Ce contrat d'accompagnement municipal se compose à 3 volets, dont le premier relatif au conseil et à l'accompagnement global. La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans pour un montant de 5 000 €. Ainsi, il est proposé d'autoriser le maire ou son représentant de signer la dite convention. Voilà, donc c'est une convention qui est importante. Vous savez qu'on a des ambitions en la matière au profit de notre commune. Il y a déjà une vingtaine de communes du territoire métropolitain qui ont acté ce type de contrat d'accompagnement. Ça va pouvoir, donc, on va pouvoir bénéficier de toute l'expertise de la CCI sur des projets très concrets. Je vais en citer quelques-uns devant vous. Le premier d'entre eux, vous le savez, c'est celui de la revitalisation du village. On a un grand besoin
à ce niveau-là, qui était clairement identifié. Nous avons un projet complet pour essayer de résoudre ces difficultés et faire en sorte de retrouver un dynamisme comme on a connu d'antan au cœur de notre centre ancien. Et donc on va pouvoir s'appuyer donc sur la CCI à ce titre-là. Pareil pour la Punch. Vous savez qu'au niveau du centre, enfin, des quelques commerces de la Punch, il y a eu quelques difficultés. Le tabac qui a déménagé à Fontvieille, il y a l'ancien traiteur qui a fermé puis réouvert. On a essayé d'installer un petit marché provisoire, mais ça suffit manifestement pas. Donc on va pouvoir là aussi s'appuyer sur les compétences de la CCI pour nous accompagner et revitaliser le secteur de la Punch. Nous avons un projet aussi important, c'est celui de la création d'halles alimentaires au cœur du village qui participeront à cette revitalisation. Là aussi, la CCI a appuyé d'autres dossiers dans d'autres communes, ici sur le territoire métropolitain, avec de beaux succès à la clé. Donc là aussi, on va pouvoir s'appuyer sur leurs compétences. Ça va aussi accompagner le travail de Serge Bénica et d'autres élus de la délégation concernée sur les questions liées à la maison de l'emploi, sachant que c'est une prérogative qui malheureusement va certainement monter en charge au fil des mois compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales. Et en fait, il y a un dernier point sur lequel on va pouvoir bénéficier de leur expertise, c'est celui qui concerne la création d'un espace de coworking. Et ça, donc, Emmanuel Gérard-Tivillier, qui travaille sur le dossier, va pouvoir travailler étroitement avec la CCI et nous accompagner jusqu'à l'ouverture de ce projet. Voilà quelques exemples très concrets de ce pourquoi nous soumettons à votre approbation ce contrat d'accompagnement municipal pour bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement de la CCI sur tous ces sujets concrets que nous souhaitons mener sur les prochains mois et les prochaines années au bénéfice de notre commune. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention de la part d'entre vous? Donc il y a d'autres communes qui ont exactement ce même type de contrat. Je citerai Aubagne, Boubelaire, Cassis, je vous dis, il y en a une vingtaine d'autres sur le territoire métropolitain. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 36 qui concerne la mise à disposition de locaux municipaux pour les tournages audiovisuels. Et c'est Madame Jacqueline Fabre, élue à la culture, qui nous en fait la présentation. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique culturelle et touristique, la commune d'Allot souhaite favoriser la création artistique et reçoit à ce titre de nombreux tournages qui font l'objet d'une redevance. Ainsi, il est proposé d'approuver la grille tarifaire pour les lieux faisant l'objet de tournage et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà, c'est un sujet, vous savez, relativement important pour l'image de notre commune, pour la valoriser au mieux, pour bénéficier, faire bénéficier de son rayonnement à travers tous les tournages qui peuvent s'y passer. On a deux lieux principalement qui font l'objet de demandes. Le premier d'entre eux, c'est celui de l'usine électrique. Voilà, on a un projet de réhabilitation, vous savez, qui est en cours, mais nous le mettons à disposition aussi souvent que possible. Et le second lieu, c'est celui de la Bastide de Fontvieille, qui fait aussi l'objet de tournages réguliers, de demandes pour des shootings photos. Et nous avons accueilli ces dernières semaines plusieurs fois, notamment le tournage de Plus belle la vie sur les lieux. Et j'estimais que jusqu'à présent, la mise à dispo de ce locaux se faisait moyennant une rétribution que je trouvais insuffisante pour la commune. Donc je tiens à ce qu'on en tire des bénéfices directs plus large. Donc c'est pour ça que je vous demande d'appliquer ces nouveaux tarifs. Et puis nous avons aussi travaillé un cahier des charges plus précis avec toutes les équipes qui gèrent ça au quotidien. Et nous exigeons notamment, aussi souvent que c'est possible, quand il y a des équipes de tournage qui restent des journées entières, à ce qu'elles fassent travailler les acteurs locaux, principalement les restaurateurs et pour le déjeuner du midi, voire aussi les hôteliers du secteur quand les tournages s'étirent sur plusieurs jours. Voilà, donc on leur ouvre les portes de notre commune, mais à condition qu'il y ait des bénéfices directs à en tirer. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Monsieur Gonzalez. Oui, merci Monsieur le maire. Alors simplement, si j'ai bien compris, cette délibération remplace la précédente en y incluant des tarifs supplémentaires pour l'occupation du territoire tout à fait municipal. C'est une bonne chose, bien évidemment. Quelques subsides pour la commune, cela ne fera pas de mal. D'autant que nous mettons à la disposition de ces entreprises un cadre idyllique, j'allais dire, un superbe cadre, avec une luminosité parfaite pour faire ce qu'ils font. Mais c'est un peu du donnant-donnant d'ailleurs, puisque, comme vous l'avez dit, ça participe aussi de la valorisation et de la promotion de notre commune. Voilà. Alors, donc, j'avais simplement une question à monsieur le maire ou à monsieur Castillo. Vous avez parlé de la Bastide de Fontvieille, qui est un cadre exceptionnel, historique pratiquement, et je me demandais pourquoi l'occupation de ce secteur était moins chère que celui de l'usine électrique,
qui est vintage dans son jus, bien évidemment, intéressante, mais le château de Fontvieille, participation moins intéressante. Simple question, simple curiosité, ça ne met pas en doute notre vote. C'est parce qu'il faut fixer des critères objectifs, et il se trouve que l'usine électrique est beaucoup plus grande que la Bastide, ce qui offre d'autres possibilités en matière de tournage. Voilà. Donc on a travaillé ça avec des professionnels, l'équipe à l'économie locale a regardé, donc on a fait une grille indiciaire. On sera amené à réévaluer les tarifs, parce qu'on a là aussi un projet de réhabilitation de la Bastide de Fontvieille, qui est très joli d'extérieur, mais qui à l'intérieur mérite quelques investissements, rafraîchissement, refaire les planchers, etc. Et donc on pourra réévaluer les tarifs à la hausse, mais qu'après avoir fait ces aménagements pour leur permettre d'utiliser 100% de la Bastide. Aujourd'hui, les tournages se concentrent sur l'esplanade devant la Bastide et au rez-de-chaussée. Il ne peut pas y avoir de tournage dans les étages. Okay, voilà pour l'explication. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet social solidarité avec la délibération numéro 37 et la convention de mise à disposition à titre gratuit d'un local municipal au bénéfice du Centre communal d'action sociale, notre CCAS. Madame Corinne de Ranieri. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de sa politique sociale et de solidarité, la commune souhaite mettre à la disposition du CCAS un local municipal situé à l'usine de la Punch afin d'entreposer et de distribuer une aide alimentaire. Aussi, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition. Merci pour ces précisions. Alors, vous savez que voilà, c'est un dispositif qui vient compléter toute l'aide qu'on peut apporter à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons notamment, et certains ne le savent pas, chaque mois, nous distribuons à ceux qui en ont le plus besoin jusqu'à 1 800 € de bons d'achat pour que les gens puissent faire leurs courses dans les commerces de la commune. Nous distribuons chaque fin d'année des colis de Noël, près de 400 lors de la récente période au mois de décembre 2020. Et donc ces colis, qui représenteront une centaine de colis par mois, qui seront donnés en complément, donc seront distribués dans les prochaines semaines aux gens d'Allô qui en ont les plus besoin. Tu veux reprendre la parole, Corinne de Ranieri? Oui, je voulais juste préciser que dans un premier temps, ça sera une centaine de colis, parce que vu la situation que nous traversons, il est certain qu'il va y avoir de plus en plus de demandes et de problématiques sociales qui vont émerger. Donc on construit un véritable projet qui va se jouer sur le long terme. Et on va faire appel à d'autres mécénats afin de pourvoir à tous les besoins sur la commune. Voilà. Donc ce sera très concrètement donc, des cartons de courses qui seront remis aux gens qui sont dans le besoin. C'est un projet que vous menez avec le CCAS, avec Marie-Christine Cianarella. Et il y aura aussi, ce sera aussi dans le cadre d'une idée pédagogique. Voilà, parce que tous les CCAS, normalement, qui proposent de l'aide alimentaire, ça s'accompagne aussi de projets qui viennent en aide à l'accompagnement à la population. Donc voilà, nous aussi, nous préparons à côté de cette épicerie sociale un projet pédagogique pour accompagner les gens au mieux, pour leur alimentation, pour l'hygiène de vie et pour il y a plein de projets qui vont se dessiner. Merci Corinne Ranieri. Effectivement, nous en avions discuté dans le cadre du conseil d'administration du CCAS, auquel participent certains membres de notre assemblée, et Madame Trichot et Madame Larocca, notamment au titre de l'opposition. Est-ce qu'il y a des demandes de prise d'intervention sur le sujet? S'il n'y en a pas, je le soumets immédiatement au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne donc le volet environnement et l'opération de reboisement donc, qui a été organisée et qui aura lieu, comme je vous le disais en introduction, qui aura lieu le 21 mars prochain, le dimanche 21 mars prochain. L'entrée sur le site se fera comme c'était le cas les années précédentes, mais les sites qui seront réservés à l'opération de plantation ne seront pas exactement les mêmes pour qu'on puisse se mettre en complément de ce qui a pu être fait les années précédentes. Donc ça se fait chemin Notre-Dame-des-Anges, vous savez, au niveau du club de dressage, après le club de tir, pour que chacun puisse visualiser là où l'opération aura lieu.
lieu. C'est une opération, on la veut la plus ouverte possible, et donc nous réunirons, au-delà de tous les agents municipaux qui seront naturellement mobilisés, tous les bénévoles qui travaillent ou qui fréquentent régulièrement nos collines. Donc nous aurons les membres du CCFF qui sont chaque année présents dans nos collines, les membres des associations, les pompiers, les gendarmes, les policiers, parce qu'on a des problématiques, c'est pas Patrick Minéo, l'adjoint à la sécurité, qui dira le contraire, pour sécuriser, lutter contre une fréquentation qui n'est pas adaptée, motocross, quad, etc. Les apiculteurs, les chasseurs, les randonneurs, et ce sont plus de 2500 plants qui seront mis à disposition de la population pour cette opération de reboisement. Ça sera un peu plus, ça sera 20% de plus que les années précédentes. Et donc, cette grande journée verra tous les acteurs être rassemblés à un endroit pour, au-delà de l'opération de plantation, faire le maximum de pédagogie possible auprès de tous les publics et notamment des plus jeunes. C'est pour ça que, comme c'était le cas précédemment, nous mènerons des actions ponctuelles avec les écoles. Donc en amont et après l'opération du 21 mars, chaque groupe scolaire d'Allo, une classe, pourra elle aussi participer à la plantation sur des sites qui viendront en complément des sites réservés spécifiquement au 21 mars. Je ne vais pas en dire plus et je vais laisser la parole à M. Frédéric Plat, l'adjoint à l'environnement, nous présenter les délibérations suivantes. Merci, monsieur le maire. Heureusement que vous n'en dites pas plus, parce que j'aurais plus rien à dire sinon. Alors, dans le cadre de cette journée de reboisement, comme tous les ans, nous avons des partenaires, et notamment des partenaires financiers, qui nous suivent. Donc, les 4 prochaines délibérations seront en lien avec ces partenaires qui, financièrement, s'investissent dans la commune et souhaitent donc aider à cette journée de reboisement. Donc, afin de reboiser et valoriser les collines, la commune investit chaque année des moyens humains et financiers importants. Aussi, la société ABC Valerio Motoculture souhaite participer financièrement à la journée de reboisement par une donation à hauteur de 250 €. Il est donc proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mécénat avec la dite société et tous les documents et pièces relatifs à ce dossier. Voilà, donc je soumets au vote cette première délibération qui est la 38, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Je veux préciser, avant qu'on passe aux délibérations suivantes, qui concernent donc toujours le même sujet, qu'il y a 2 associations qui seront impliquées aussi dans le cadre de cette opération. La première, c'est le Lions Club, qui participera à une opération de nettoyage à l'issue de la journée de plantation. Donc à partir de 16-17 heures, beaucoup de bénévoles du Lions seront là pour nettoyer le site et bien au-delà, voilà, pour faire une opération dans les collines. Et nous aurons aussi l'association ADNA, qui est une association allodienne de défense de l'environnement, qui nous mettra à disposition 100 plants de chêne vert, donc en sus des 2500 plants commandés directement par la municipalité. Voilà, c'était une petite précision que je voulais adopter. On peut passer à la délibération numéro 39. Merci, monsieur le maire. C'était les 2 seules choses que je voulais dire, donc j'en ai plus, comme ça, c'est fait. Il faut les dire tout de suite, parce qu'après... Bon, dans la continuité, les 3 autres seront du même acabit. Cette fois-ci, c'est la caisse locale du Crédit Agricole du Canton Vert qui souhaite participer financièrement à la journée de reboisement par une donation à hauteur de 500 €. Donc il est proposé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant, comme la précédente délibération, à signer la convention de mécénat avec le Crédit Agricole et tous les documents et pièces relatifs à ce dossier. Voilà. S'il n'y a pas de demande d'intervention, monsieur Gonzalez. Oui, merci monsieur le maire. On m'entendra mieux. Oui, c'est 4 délibérations, comme vous l'avez dit donc, mise en valeur de l'environnement, un double intérêt parce qu'en même temps c'est une initiation pour les jeunes à l'environnement, et c'est très bien d'y associer les jeunes et les écoles. Je voulais dire que nous avons 4 mécènes, et apparemment, vu le retour qu'il y a, parce que là c'est pareil, c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant, puisque nous assurons quand même la promotion de ces entreprises par divers moyens, c'est précisé dans les délibérations, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui s'investissent pour nous aider dans ce secteur, vu qu'il y a quand même pas mal d'entreprises ou de commerces qui font leur chiffre d'affaires avec les administrés de notre commune. On pourrait peut-être prospecter, nous nous mettons à votre disposition pour, si ça peut aider, pour prospecter et essayer de trouver d'autres mécènes, il n'y a aucun problème. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est que effectivement, l'intérêt principal, c'est la protection des collines, initiation des jeunes, mais effectivement, est-ce qu'on a fait le résultat de ce qu'il en reste ?
parce qu'en se promenant dans les collines, on se rend compte que la nature reprend ses droits et qu'effectivement, peu de plants repoussent, d'après ce que j'ai pu voir, à part quelques arbousiers qui sont un peu plus robustes. S'ils ne sont pas suivis, ça ne repousse pas. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir des actions un peu plus suivies d'arrosage, de binage autour de ces plants? Parce que, apparemment, je ne suis pas sûr que le bénéfice soit vraiment réel à ce niveau. Et bien entendu, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, remercier tous les services qui s'impliquent, bénévoles comme le service des incendies, ou même des employés municipaux qui sont rémunérés pour cela, mais qui font un travail exceptionnel, les pompiers, services de sécurité, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci pour votre intervention. Alors effectivement, on a le débat chaque année. Il y a peut-être Madame Robineau qui voulait prendre la parole. Je vous laisse la parole, je vous réponds après. Oui, merci. Juste, bien sûr, dire que cet événement est attendu par beaucoup d'Allodiens et même autour d'Allo. C'est un moment de rencontre avec les familles, de partage. Et pour revenir dans ce que vient de dire M. Gonzalez, et c'est la question que je souhaitais poser à M. Pla, qu'est-il prévu après les plantations? Parce qu'effectivement, pour être souvent retourné voir les plantations avec mes petits-enfants, je me suis rendu compte que certains étaient brûlés par le soleil ou même n'étaient pas adaptés à la colline, là où on mettait ces plants. Alors peut-être faire un choix meilleur au niveau des plants ou peut-être envisager, comme l'a dit M. Gonzalez, quelque chose après pour que ces arbres puissent pousser. Merci. Monsieur Frédéric Pla, l'adjoint à l'environnement. Alors, je suis très content que vous souleviez ce problème puisque c'était une question centrale sur cette journée de reboisement. Effectivement, je l'ai constaté comme vous puisque j'y participe depuis des années moi-même et avec mes enfants. On avait beaucoup de déperditions chaque année. Plusieurs choses entraient en jeu. D'abord, le choix du terrain, souvent très exposé, souvent exposé à la chaleur et au vent, dans la mesure où on plantait souvent très tardivement, ce qui n'était pas très très bon pour les plants. Peu de plants résistaient, y compris les plus résistants, que sont les chênes verts et les chênes blancs. Cette année, nous avons choisi volontairement un premier lieu, toujours à peu près au même endroit, au lieu dit la Limace, mais sur une partie un petit peu plus abritée. Ça, c'est la première chose. Le second lieu sera, lui, abrité par une forêt de pins, volontairement, pour que les plants souffrent beaucoup moins, parce qu'on a constaté que dans cette zone, les plants prenaient très bien. La deuxième chose, c'est que j'ai souhaité qu'on mette en place, en collaboration avec Monsieur le maire, un suivi d'arrosage des plants, qui sera assuré à la fois par le service environnement, ainsi que par le comité feu et forêt, donc le CCFF, qui vont s'engager à arroser très régulièrement les plants, au moins les 2 premières années de plantation, ce qui est le minimum pour qu'ils puissent prendre tranquillement place et s'installer. Après ça, c'est totalement inutile parce qu'un plant qui ne tient pas 2 ans en l'arrosant, il ne tiendra plus jamais. Donc ça ne sert à rien de continuer. Donc voilà, c'était ça l'idée. Et pour terminer, pour vous répondre, M. Gonzalez, concernant les financements, cette année, ça a été un petit peu précipité pour les raisons que vous connaissez, notamment les raisons sanitaires. Je ne vous cache pas que les personnes que je vous ai décrites tout à l'heure, ce sont les financeurs historiques. Mais dans la même veine de ce qui a été dit tout à l'heure concernant les autres domaines qui régiront les lois et les règles de la municipalité, nous ferons l'année prochaine les démarches pour aller chercher des financeurs et des mécènes. Et bien évidemment, si vous souhaitez nous y aider, vous êtes le bienvenu. Merci pour toutes ces précisions qui étaient bonnes à entendre avant le vote de cette délibération numéro 39. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération 40, toujours sur le même objet. Monsieur Frédéric Pla. Donc même chose, mais cette fois, c'est la société IES Ingrédients qui souhaite également participer financièrement à la journée de reboisement à la hauteur de 2 500 €. Donc il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mécénat avec la société et tous les documents et pièces relatives au dossier. Voilà, IES, vous savez que c'est l'entreprise Technicoflore qui est basée dans la zone d'activité de Fontvieille. Pas de demande d'intervention. Nous procédons tout de suite au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et enfin, sur le même volet, nous avons la délibération numéro 41. Monsieur Pla, vous avez encore la parole. Et cette fois, c'est une nouvelle participation, puisqu'il s'agit du Crédit Mutuel Alloplan de Cuques, qui a souhaité entrer dans l'aide et le mécénat à hauteur de 500 €. Donc, il est toujours proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de mécénat avec la société et tous les documents et pièces relatifs au dossier.
Voilà, donc ça fait une opération pour laquelle nous avons des partenariats qui permettent de la financer à hauteur de 3 750 €, ce qui est quand même pas négligeable. Et on essaiera d'améliorer cette participation financière les années prochaines. Je soumets au vote cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, elle aussi, à l'unanimité. Merci à tous. Nous passons à la délibération 42 sur un thème. Sur le même thème, c'est la demande de subvention auprès du Conseil régional dans le cadre du dispositif garde forestier régional pour l'emploi des vacataires qui sont affectés à la surveillance de nos massifs forestiers durant l'été. Et c'est Madame Isabelle Lévy-Fanucci qui nous présente le rapport. Merci Monsieur le maire. Afin de lutter contre les incendies de forêt, la commune souhaite renouveler l'opération garde forestière régionale. Cette opération a pour objectif de recruter et de former des jeunes afin d'assurer la surveillance des massifs forestiers en complément des dispositifs déjà mis en œuvre, à savoir les bénévoles du CCFF ou encore des agents de service de la protection des collines. Cette opération pourrait être subventionnée à hauteur de 80% par le Conseil régional, si bien qu'il est proposé de solliciter l'octroi de cette subvention. Merci pour cette présentation. Donc ça veut dire concrètement, nous aurons 10 jeunes par mois qui surveilleront nos massifs forestiers contre 8 l'année précédente. C'est un dispositif qui est en place depuis 2019 et qui a fait la preuve de son efficacité. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée là aussi à l'unanimité. Merci à vous. Isabelle Lévy-Fanucci a toujours la parole pour la délibération suivante, la 43, qui nous permettra de conclure une convention de partenariat avec l'association Les Ailes de la PA. Oui, Isabelle. alors voilà, dans la continuité de son action en faveur de la protection animale, la commune souhaite s'associer avec 2 associations, Les Ailes de la PA et la Féline. Dans le cadre de la politique active de stérilisation et de soins de chats errants sur notre territoire, la commune propose donc de signer une convention avec ces 2 associations de partenariat. Ces associations vont s'engager à attraper les chats errants afin de procéder à leur stérilisation, leurs soins, mais également d'intervenir pour les relâcher dans la commune, dans leur site où ils seront trouvés, et ainsi les proposer d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Je voulais dire qu'on signe ces 2 conventions parce qu'on a eu des soucis. Ces mères nourricières et ces personnes qui nous aident au niveau des associations sont souvent très mal vues par des administrés et sont souvent agressées. C'est pour ça il n'y a pas de rémunération ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est pour justement qu'elles puissent nous soulager aussi, parce qu'on fait énormément de stérilisation et de protection animale. Voilà. Donc effectivement, si vous voyez des gens nourrir les chats de la commune, avant de leur demander ce qu'ils font, assurez-vous que bien souvent, ce sont des membres d'associations bénévoles qui justement assurent un suivi, s'assurent de la stérilisation, etc. Donc ce sont des gens qui n'ont que des bonnes intentions, donc merci de les accompagner plutôt dans leur démarche. C'est important de le rappeler. Nous avons deux conventions. Je vais soumettre la première au vote. C'est celle qui est relative à la délibération 43 pour l'association Les Ailes de la PA. Oui, Monsieur Gonzalez, nous vous écoutons. Oui, merci. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour les 2 délibérations, n'est-ce pas, on ne peut que se féliciter. Mais il me semble que nous avions déjà un contrat avec la SPA. Oui, alors la SPA, ce n'est pas pour la stérilisation. Parce que pour la stérilisation, nous avons une convention avec 30 millions d'amis. La SPA, en fait, nous sert de fourrière et aussi pour récupérer des animaux qui sont écrasés, qui sont morts sur la commune. Voilà, mais pas du tout pour intervenir au niveau de la stérilisation. Et parfois aussi, quand on ne peut pas prendre en charge certains chats, on les amène directement à la SPA sans qu'on ait à payer quoi que ce soit. Bien, d'accord, merci. Alors, bon, de toute façon, on ne peut que féliciter Madame Jardin des Ailes de la PA et Madame Forestier de la Féline pour l'action qu'elle mène en faveur des animaux, qui consiste à les attraper, à les capturer et à les stériliser. Je suppose que c'est pour les mâles, je ne sais pas si c'est pour les femelles aussi. Bon, on ne leur demande pas leur avis, bien évidemment, mais ça peut éviter d'avoir des chats à profusion dans le village, qui est source d'ennui, et aussi qui rend des chats malheureux.
Par contre, Madame Lévy-Fanucci, j'aimerais vous soumettre un problème qui est aussi un problème au regard des animaux domestiques mais sauvages. Ça concerne les pigeons de village, que c'est vraiment un problème sanitaire qu'il faudra régler, parce que nous avions, lors de la dernière mandature, réglé ce problème, mais pas réglé superficiellement, juste un petit pigeonnier à la hauteur du cimetière du ranch du Carlaban, mais c'est vraiment ridicule, ça n'a servi à rien, il faudra peut-être trouver une solution, parce qu'il y a là, je répète, un vrai problème sanitaire, et aussi les chèvres d'Allô. Les chèvres d'Allô, sur la route, elles sont très prolifiques parce qu'elles sont nourries. Dans les collines d'Allô, il y a au moins 3 ou 4 troupeaux de chèvres, mais au nombre de 3, 4 ou 5, elles ne sont pas prolifiques, elles ne prolifèrent pas parce qu'elles n'ont pratiquement rien à manger. Sur cette route, elles sont nourries, elles sont très prolifiques. Nous allons droit au problème parce que dans quelques années, il y en aura 150, 200. Placées où elles sont placées, c'est dangereux. Les gens s'arrêtent, les enfants sont ravis, ils traversent la route, ils viennent au bord, il n'y a pas de protection, ça peut être dangereux. Il faudra peut-être trouver une solution. On a trouvé la solution, Monsieur Gonzalez. Oui. Nous avons déjà commencé. Merci. Non, mais c'est bien. Non, mais que le dialogue s'installe, c'est une bonne chose. J'y suis favorable, il n'y a pas de problème. Non, mais les sujets de Monsieur Gonzalez méritent d'être traités, et c'est bien que vous les évoquiez, parce que ça fait l'objet d'un suivi de la part des services concernés et des élus concernés. Donc Isabelle Lévy-Fanucci, qui est chargée de ces questions-là, va pouvoir vous répondre. Alors, au sujet des chèvres, au mois de janvier, nous avons déjà stérilisé et nous avons déjà castré plutôt les boucs qui se trouvent en haut de Notre-Dame-des-Anges. Donc, il n'y aura plus de reproduction. Ça a été fait. Donc, maintenant, ils vont rester là-haut, si vous voulez, jusqu'à ce qu'ils disparaissent définitivement, à moins qu'on nous en remette. Après, ceux qui sont en bas du village, sachez que le 12 mars, au matin, on va également castrer les boucs pour que ce soit arrêté à nouveau. Voilà, donc c'était déjà prévu. Voilà. Donc, si c'est un sujet important. Oui, qui c'est simplement, eh bien, merci, oui. Madame Lévy-Fanucci. Les grands esprits se rencontrent. Merci bien. Voilà, donc c'est important pour qu'effectivement réguler les flux et que ça ne devienne pas invasif. Tout à fait. Donc je vois beaucoup d'Allodiens et même au-delà de notre commune, les gens sont attachés à voir ces chèvres à l'entrée du village. Je tiens à ce qu'on en conserve un certain nombre parce que ça fait partie, maintenant c'est inscrit. On prend plaisir à les voir en passant. Nous allons, pour faire plus de pédagogie, ajouter de nouveaux panneaux à proximité pour d'une, demander aux gens de ne plus les nourrir. Parce que beaucoup pensent bien faire et certains, on a eu quelques cas d'intoxication à gérer. Tout à fait. Voilà. Et donc, on va expliquer dans un panneau en disant certes, voilà, la protection animale et tenir au bien-être animal, c'est pas forcément nourrir les animaux avec n'importe quel, avec du pain. Enfin, les gens, voilà, pensent dans un élan de générosité bien faire et c'est souvent contre-productif. Donc, on va inscrire exactement la manière dont il faut traiter ces chèvres auxquelles nous sommes tous attachés et parallèlement à ça, mettre un message de prévention en matière de sécurité routière parce qu'on voit effectivement, moi je suis toujours très inquiet quand je vois des parents traverser avec leurs enfants sans précaution, sans passer par les passages cloutés. L'air est quand même assez mince sur le côté au bord de la route, en bordure de la clôture. Donc vraiment vigilance, voilà, tous ceux qui nous écoutent, vigilance. J'aimerais pas qu'un jour on se retrouve avec un problème à proximité. Voilà, gardons nos chèvres, mais sachons conserver les règles de sécurité routière et pour assurer leur pérennité dans de bonnes conditions, ne pas les nourrir s'il vous plaît. Il y a des équipes qui s'en occupent, elles ont tout ce qu'il faut dans la nature. Donc ne leur donnez pas même du pain, c'est pas forcément bon pour elles d'avoir une alimentation qui soit axée sur un seul moyen. Donc c'était bien de pouvoir le rappeler. Du coup, nous allons pouvoir soumettre au vote les deux délibérations. On n'a pas soumis au vote la 43, je crois encore. Hein. Donc on va soumettre au vote la 43. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et je soumets donc dans la foulée sur le même sujet, comme vous l'avez présenté, Madame Isabelle Lévy-Fanucci, le convention de partenariat avec l'association La Féline. C'est la délibération 44. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée là aussi à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 45 relative à une convention d'exploitation et de vente groupée de bois en lien avec l'Office national des forêts. Et c'est M. Frédéric Plat qui présente le rapport, l'adjoint à l'environnement. Merci, Monsieur le maire. Alors pour rappel, en 2019, la commune avait déjà approuvé les tasses d'assiettes de coupe de bois sur les parcelles communales, notamment situées au lieu-dit Jas de Fabre et au lieu-dit Vallon de la Vache, mais pas seulement, puisque ne serait-ce que sur la route des Thermes, nous avons des problématiques conséquentes à gérer.
Aujourd'hui, il est donc proposé de signer une convention d'exploitation et de vente groupée de bois avec l'Office national de forêt, afin de récupérer une partie de la vente des bois exploités par l'ONF. Aussi, il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer cette convention et d'y ajouter que cette convention nous permet de revaloriser du bois qui, normalement, ne l'est pas, puisqu'il est revalorisé en copeaux, il est revalorisé en bois de construction. Et d'ici une année ou deux, nous avons bon espoir de pouvoir récupérer une partie de certains bois, résineux ou non, pour en faire profiter les Alaudiens à des tarifs défiant toute concurrence, puisque ce sera vraiment une participation symbolique, mais qui nous permettra de faire du circuit très très court pour les bois de chauffage, pour les Alaudiens qui en ont le plus besoin. Merci pour la présentation de ce rapport. Monsieur Gonzalez, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, paradoxalement, pour prospérer, une forêt a besoin d'être coupée et élaguée. C'est tout à fait naturel. Mais nous avons cédé à l'office, à l'ONF, je crois, donc 14 hectares qui vont procurer environ 380 stères, 380 mètres cubes, et qui seront bien sûr... L'ONF se fait rémunérer, bien évidemment, et puis elle revend ses coupes. Il reste un bénéfice qui est reversé à la commune. Est-ce que nous avons pu estimer le bénéfice qui ne doit pas être important, à mon avis, et cela ne remet pas en cause notre vote, bien entendu, c'est une simple question de curiosité, à savoir à combien c'est estimé. En tout cas, pour nous, c'est une bonne opération. Ça permet à la forêt de vivre, de respirer. Merci. Alors, de mémoire, oui, c'est de l'ordre de quelques euros par stère. Oui, c'est vraiment très peu. On parle plutôt en pourcent. On n'est même pas à 10%, je pense, de mémoire. Donc c'est vraiment très symbolique, sachant que nous avons à temps plein 2 officiers de l'ONF qui travaillent dans le massif. Donc ça permet de continuer à faire vivre ces personnes et à les rémunérer, bien entendu. Et puis surtout, ça nous permet d'être dans un réseau de revalorisation du bois et de gestion des forêts, de nos forêts, tout à fait raisonné, puisqu'ils participent aussi à l'effort, évidemment, de coupe, d'élagage et de taille qui a fait ses preuves depuis quelques années, puisque vous avez dû constater que les feux sont moins réguliers et en tout cas moins virulents. Merci pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je soumets à vos votes cette délibération. Donc c'est la 45 qui est pour, qui est contre. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, toujours sur le volet environnement. Vous avez vu qu'on a un gros volet environnement, mais ça traduit une action municipale très engagée en la matière. Nous passons à la délibération 46 pour la convention de dépôt de ruches en forêt communale au profit de M. Daniel Barbagli. Je laisse Mme Isabelle Lévy-Fanucci nous présenter le rapport. Alors, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de concession d'une durée de 3 ans autorisant l'exploitation par M. Daniel Barbagli, apiculteur, de 120 ruches sur le domaine communal, dont 40 à la plaine de Chélan, 40 à la plaine de Crosse et 40 au lieu-dit Jas de Fabre. Je tiens à préciser que nous en sommes dans nos collines à 800 ruches. Très bien, merci pour ces précisions. Et donc, comme on l'a dit, nos apiculteurs seront associés à la journée de reboisement du 21 mars pour qu'ils puissent être en contact de la population et faire connaître un peu leur exploitation, leur travail, parler avec les enfants. Alors, il n'y aura pas forcément beaucoup de ventes parce que l'année a été relativement pauvre en 2020. Peut-être le préciser, Isabelle. Ils n'ont pas eu beaucoup de retours au niveau du miel. Ils nous l'ont expliqué parce que, dû à ce qui s'est passé, il y a eu des problèmes et ils n'ont pas eu beaucoup de retours. Ils n'ont pas pu récolter beaucoup de miel et de pots de miel. Donc, du coup, j'espère que cette année, ça va être plus fructifiant pour eux. Mais là, ils vont venir quand même pour expliquer ce que c'est, comment sont faites les ruches. Et on espère que ça plaira aux enfants. Parce que c'est très instructif, en sachant que quand même, les abeilles, c'est très important pour la continuité de notre environnement. Et de la biodiversité, d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, on espère effectivement que l'année 2021 sera plus productive à ce niveau-là. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets au vote cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Une dernière délibération sur le volet environnemental, la 47, et la convention de parrainage que nous passons avec la Société des eaux de Marseille Métropole
et la mise à disposition de carafes en verre que vous trouvez sur vos tables, de l'eau pure d'Allo. Monsieur Frédéric Plat, adjoint à l'environnement. Merci. C'est bien sûr une décision qui semble être moins importante, mais elle dénote quand même d'une certaine vision de l'environnement. Comme vous pouvez le voir, nous avons de très jolies bouteilles marquées Allo devant nous, qui nous permettent de ne plus utiliser les bouteilles en plastique que nous avions précédemment sur nos tables, ainsi que des gobelets en carton totalement recyclables. Donc, dans le but de limiter tous ces déchets, il est proposé de signer une convention de parrainage avec la Société des eaux de Marseille Métropole. La SEMM mettra donc à disposition de la commune des carafes en verre estampillées l'eau pure d'Allo. En contrepartie, la commune valorisera la qualité de l'eau sur notre territoire, notamment en permettant à ce conseil ce soir de boire de l'eau d'Allo, qui est certainement la meilleure du monde avec celle de Marseille. Ainsi, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Voilà, merci. Donc vous avez un échantillon là, des 100 carafes qui seront à disposition de la municipalité. Voilà. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est à nouveau adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Nous passons au volet finances avec la délibération numéro 48 qui concerne une demande d'aide financière à la préfecture des Bouches-du-Rhône en matière de soutien à l'investissement local dans le cadre de la création d'une maison France Service. Vous savez, on en a déjà parlé. C'est cette maison France Service qui ouvrira à partir du 1er janvier 2022 et qui viendra compenser la future fermeture de notre trésorerie. Je laisse Madame Joëlle Mizrahi nous présenter le rapport. Merci Monsieur le maire. Afin de rapprocher le service public des usagers, il est proposé de créer une maison France Service, nouveau modèle d'accès au service public. Le dispositif France Service vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, d'accéder aux services publics et d'être accueilli dans un lieu unique par des personnes formées et disponibles pour effectuer ces démarches du quotidien. Il est ainsi proposé de créer une maison France Service Allo Plan de Cuques dans les locaux actuels de la poste communale de la Pouche. Pour ce faire, les locaux doivent être réaménagés. Le montant estimé de ces travaux est de 40 000 € hors taxes. Ces travaux peuvent être financés à hauteur de 80% dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local attribuée par la préfecture. Ainsi, il est proposé de solliciter cette aide financière. Voilà, c'est un projet que nous menons conjointement avec la commune de Plan de Cuques. Vous savez que la trésorerie concernait nos deux communes. De la même manière, la maison France Service s'inscrira dans le cadre des relations légitimes que tous les usagers des services publics peuvent avoir aussi bien à Allo qu'à Plan de Cuques. Et ça ira même au-delà parce qu'a priori, ça pourra bénéficier à l'ensemble des communes du canton, donc les 10 communes de notre canton, et donc pour une ouverture qui est programmée au 1er janvier 2022. Voilà la délibération qui nous est présenté ce soir. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous pouvons passer à la délibération suivante, à savoir la 49, qui est là aussi une demande d'aide financière à la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre des dotations de soutien à l'investissement local exceptionnel, avec au bénéfice donc de la rénovation énergétique de nos bâtiments publics. Et je laisse le soin à M. Christian Lartaud, adjoint qui s'occupe notamment des services techniques, de nous présenter le rapport. Merci, Monsieur le maire. Pour faire suite à l'épidémie de la Covid-19 et dans le cadre de l'effort de relance de l'économie, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit l'ouverture de crédits supplémentaires sur la dotation de soutien à l'investissement local à destination du bloc communal pour des projets ayant trait à la transition écologique, la résilience sanitaire et la préservation du patrimoine. La loi des finances pour 2021 prévoit également une enveloppe pour financer les projets de rénovation énergétique des bâtiments dont la gestion est déléguée au préfet de région selon les modalités de la DSIL. La commune a mis en place un plan d'amélioration thermique de ces bâtiments
dont la dernière tranche s'élève à 351 458 € hors taxes. La subventionnée par le conseil départemental à hauteur de 48,38%, soit 170 030 € de subvention. Ces travaux de rénovation énergétique sont prévus pour 6 bâtiments communaux, donc je vais vous faire la liste. Le restaurant scolaire du logis neuf, l'école maternelle du logis neuf, la maison de quartier de Saint-Exupéry, l'ancien appartement de fonction du logis neuf, les services de promotion économique et les locaux administratifs de la place Bello. Donc, cette enveloppe se répartira comme suit. Subventionne l'État, qu'on vous demande de voter aujourd'hui, 50% à hauteur de 175 729 €. Le conseil départemental, 48,38% pour 170 030 €. Et la commune pour 1,62%, 5 699. Total, 351 458. Ainsi, il est proposé de solliciter l'octroi de cette aide financière. Merci Christian Lartaud pour cette présentation. Est-ce qu'elle fait l'objet d'une demande d'intervention? Non. Donc elle s'intègre dans le plan environnemental que nous avons décrit tout à l'heure. Elle fera l'objet donc d'un suivi particulier de la part des services techniques une fois que nous aurons récupéré donc ces subventions qui nous permettent de procéder à cette rénovation énergétique à marche forcée. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 50 qui concerne la garantie d'emprunt pour les programmes de logement du groupe Erilia dont nous avions parlé lors d'un conseil municipal de la fin de l'année 2020. Et je laisse notre adjoint aux finances, M. Jean Tomaselli, nous faire la présentation du rapport. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé qu'en novembre 2020, le conseil municipal a autorisé la signature d'une convention avec la société Erilia pour le financement et les réservations de logements dans le cadre de 3 opérations. En contrepartie de ce financement, le bailleur s'est engagé à réserver à la commune 15 logements. Aujourd'hui, cette délibération a pour objet de déterminer les conditions de cette garantie, notamment pour les logements situés au domaine des Gonagues, dont 4 logements sont réservés pour la commune. Il est proposé à l'Assemblée donc d'accorder sa garantie à hauteur de 55% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 2 260 341 € et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier, sachant que nous avons quand même une hypothèque aussi de premier rang sur ce dossier-là, qui est important à signaler en cas de défaillance, ce que nous ne souhaitons pas, mais en tout cas... Bien sûr, c'est important de sécuriser ce type de dispositif, c'est le sens de cette délibération. Merci pour cette présentation. Monsieur Gonzalez qui demande la parole, nous vous l'accordons. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous sommes toujours un peu réticents lorsqu'il s'agit de garantir un prêt parce qu'il y a quand même des risques. Bon, mais là, en ce qui concerne cette situation spécifique, effectivement, c'est une espèce de donnant-donnant, gagnant-gagnant parce que l'entreprise, le bailleur qui sollicite cette garantie, lui, de son côté, il obtient plus facilement un crédit de la banque et avec des taux d'intérêt plus faibles. Et nous, de notre côté, dans ce cas précis, nous allons avoir la possibilité d'attribution de 15 logements sociaux, ce qui n'est pas mal. Et vous connaissez notre position sur l'attribution des logements sociaux. 15 logements, ça va, nous sommes preneurs. Nous allons donc tenter le risque et nous allons voter pour cette délibération, tout simplement. Merci, effectivement, c'est bien de le rappeler. Nous poursuivons cette logique de préférence municipale pour l'ensemble des logements sociaux disponibles sur la commune. Vous savez qu'ils sont très très peu nombreux. Nous sommes, je le rappelle, une commune fortement carencée. 6,2% de logements sociaux, là où la loi nous en impose 25%. Et donc, c'est un combat permanent, dossier après dossier, pour favoriser les dossiers allodiens. Marie-Christine Cianarella et Corinne de Ranieri, ici présentes, peuvent en témoigner. Nous obtenons des résultats.
c'est une bonne chose, mais ça nécessite vraiment un investissement de toutes les équipes qui est considérable. Et donc, effectivement, dans le cadre de cette opération, ça nous permet de sécuriser un certain nombre de logements que nous mettrons à disposition prioritairement des Alaudiens qui en ont le plus besoin. Et ils sont nombreux à être dans ce cas. Je soumets cette délibération au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie à l'unanimité. Nous passons au volet éducation, qui est un volet aussi prioritaire. Et la délibération 51 comprend et va nous permettre de débattre de l'engagement de la commune dans la continuité pédagogique dans les écoles, dans le cadre du plan numérique pour les écoles que nous avons souhaité pour notre commune. Alors c'est Madame Stéphanie Gricot-de-Conin qui devait nous en faire la présentation. Comme je vous ai dit, elle est souffrante. Et c'est Marie-Claude Allary qui s'occupe des crèches et de nos pitchouns les plus petits qui la remplace au pied levé pour nous présenter cette délibération. Marie-Claude Allary, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le maire. La municipalité souhaite doter les écoles élémentaires d'équipements informatiques performants afin de permettre notamment l'organisation de séances pédagogiques à distance. La commune d'Allauch souhaite répondre à l'appel à projet lancé par l'État en septembre 2020 qui porte sur la transformation numérique de l'enseignement et la généralisation du numérique éducatif afin d'assurer la continuité pédagogique au regard de l'expérience de la crise sanitaire de la Covid-19. Ainsi, il est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Alors, il y a eu plusieurs réunions pour préparer effectivement ce plan numérique pour les écoles. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer, d'être subventionné aussi par l'État. C'est tout l'objet de cette délibération. Toutes les classes sont dotées numériquement, mais là, ce nouveau plan va nous permettre de compléter ce dispositif. L'idée, c'est de faire l'acquisition notamment de 4 vidéoprojecteurs pour l'école des Gonagues, qui étaient équipés, mais dont le matériel était vieillissant, d'acquérir de nouveaux tableaux numériques interactifs pour l'école du Logis Neuf, notamment dans la perspective de l'ouverture de 2 classes supplémentaires. On attend une confirmation, donc on est encore prudent avant de l'annoncer, mais Corinne de Ranieri, qui suit le dossier sur le volet handicap, nous pourrions avoir dans les prochains jours la confirmation de l'ouverture d'une classe Ulysse au Logis Neuf, ce qui serait une très bonne chose. Vous savez, c'est ces classes, ces dispositifs qui permettent une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap dans nos écoles. Donc on serait très heureux de cette bonne nouvelle que nous guettons du côté du rectorat. Nous avons aussi l'acquisition de plusieurs valises de tablettes pour les cycles 3, c'est-à-dire ce qui correspond au CM1 et au CM2, et l'acquisition de caméras pour une meilleure visualisation de documents en classe. Tous ces dispositifs que nous avons estimés à 70 000 €, donc seraient pris en charge à plus de 70% par l'État. C'est l'objet de la délibération que nous vous présentons. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée là aussi à l'unanimité. Merci à tous. Et nous passons au volet ressources humaines avec le rapport numéro 52 sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au niveau du personnel communal. Un rapport qui est plus que jamais d'actualité en cette journée des droits des femmes. Je laisse la parole à la première adjointe, Madame Joëlle Misrahi, pour nous faire la présentation de ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Chaque année, les communes de plus de 20 000 habitants ont l'obligation de présenter un rapport annuel en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le rapport que vous trouverez en annexe fait ressortir que si les femmes ont majoritairement bénéficié d'avancements de grade et de formation en 2019, des disparités subsistent en matière de rémunération dans les 3 catégories. Ces disparités sont liées au fait que les postes d'encadrement supérieur et intermédiaire restent majoritairement occupés par les hommes et que l'âge moyen des hommes est bien supérieur à celui des femmes au sein de notre collectivité. Afin d'inverser cette tendance et de se rapprocher progressivement d'une égalité femmes-hommes en matière de rémunération, la commune d'Allauch a accentué son effort de formation, favoriser l'accès des femmes aux postes d'encadrement par la voie de la promotion interne professionnelle et développer sa politique d'équité entre hommes et femmes en matière d'attribution du régime indemnitaire pour des postes à niveau de responsabilité équivalent. En outre, un plan pluriannuel d'action relative à l'égalité professionnelle entre les femmes, couvrant la période 2021 à 2023, a été établi afin d'atteindre ces objectifs.
Voilà, effectivement, donc il s'agit d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc il y a à la fois le rapport qui est à disposition, il y a ce plan pluriannuel qui a fait l'objet de débats dans le cadre des comités techniques que nous avons avec les représentants du personnel de la municipalité. Donc c'est très important. Vous avez vu, donc le personnel féminin est majoritaire dans les effectifs municipaux, mais il y a encore des effets à corriger, notamment celui de la rémunération, de la stagiairisation, et en même temps il y a des points forts au bénéfice des femmes, concernant notamment l'avancement des grades qui ont eu lieu récemment. Voilà, est-ce que vous avez sur le sujet une demande de prise de parole, Monsieur Gonzalez? Oui, merci Monsieur le maire. C'est simplement, on va prendre acte. Alors bien évidemment, il est aberrant que nous soyons obligés d'avoir des délibérations pour qu'il y ait une parfaite égalité sur le traitement entre les hommes et les femmes. Ça devrait être tout à fait naturel. Alors, nous constatons cependant ici qu'en ce qui concerne les employés de la commune d'Allaux, nous avons 243 femmes pour 133 hommes. Ce n'est pas le problème. Ça peut arriver qu'il y ait plus d'hommes ou plus de femmes. Le principal dans ce cas de figure, c'est qu'il y ait une possibilité d'avancement, donc de rémunération égale entre les hommes et les femmes. Parce que lorsqu'on reste dans une municipalité quelconque, Allaux comme ailleurs, on reste dans un poste de catégorie C pendant des années, 10, 15 ou 20 ans, on survit avec des salaires de misère, excusez-moi du terme, n'est-ce pas? On constate là, par contre, donc nous avons fait des efforts, c'est certain, mais donc je vous disais 243 femmes pour 133 hommes, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc on devrait retrouver ce ratio dans les postes de responsabilité avec un salaire mensuel correct, et on ne le retrouve pas, tout simplement. Nous avons, en ce qui concerne la catégorie A, 10 femmes, 8 hommes. Si nous respections le quota, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si nous respections le quota, nous devrions avoir 12 femmes et 6 hommes seulement. Et là, c'est inversé, donc il y a un effort à faire à ce niveau. Je n'ai pas compris la dernière démonstration que vous avez faite. Alors la démonstration, c'est que comme il, excusez-moi, la démonstration, je vous laisse vous expliquer. comme il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes, on devrait retrouver ce ratio dans tous les postes, y compris dans les postes à responsabilité, les postes de catégorie A. Or, dans les postes de catégorie A, on ne retrouve pas ce ratio. Oui, effectivement, donc j'ai compris. Donc effectivement, elles sont plus nombreuses aussi en catégorie A, mais dans des proportions moindres que pour les catégories B et C. Absolument. Voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Merci pour votre intervention. Effectivement, vous avez vu ce rapport, mais pas la poussière sous le tapis. Au contraire, ça affirme très clairement les choses. Et nous avons du coup des objectifs sur les années à venir pour corriger les effets pervers que nous avons décrits collectivement et contre lesquels il faut savoir lutter. Après, il y a des fois, comme on le disait, des faits objectifs, comme la pyramide des âges. Le personnel féminin est en général un peu plus jeune. Donc j'ose espérer qu'avec le temps, on ait des effets correctifs au-delà de l'action volontaire qui sera la nôtre pour rectifier et pour arriver à un équilibre quasiment parfait entre les hommes et les femmes. En tout cas, c'est l'objectif que nous poursuivons avec aussi Corinne de Ranieri, qui est l'élue chargée de la délégation pour l'égalité hommes-femmes. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, on va prendre acte de ce rapport parce qu'il n'est pas soumis aux voix, il est porté à connaissance de l'Assemblée et il sera mis à disposition en toute transparence sur le site internet de la collectivité, si tant est que ça puisse intéresser un certain nombre des gens qui suivent les travaux de ce conseil municipal. Nous passons à la délibération suivante, qui est la délibération numéro 53. Et c'est une première pour notre collectivité, c'est offrir à la municipalité la possibilité d'avoir recours au contrat d'apprentissage. Et je laisse Madame Marie-France Rosti le soin de nous présenter ce rapport. Nous t'écoutons. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes et de l'emploi, la commune souhaite recourir au contrat d'apprentissage. Il permettrait aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences et de s'insérer plus facilement dans la vie active. Ainsi, il est proposé d'approuver le recours au contrat d'apprentissage et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Merci pour cette présentation. Effectivement, nous engageons la collectivité dans ce schéma. L'idée, c'est d'accueillir des jeunes donc, qui sont encore en formation, de les accompagner sur 2 ou 3 ans. Donc, il y a une grille qui vous est présentée pour la rémunération, parce que tout ça est contractualisé. Je trouve que c'est important qu'on s'engage dans cette voie, parce qu'on voit bien aussi les effets de cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises, dans le secteur privé notamment, qui ouvrent de moins en moins leurs portes, notamment aux jeunes et à ces contrats d'apprentissage. Et je trouve qu'en tant que collectivité, en matière de services publics, il faut pouvoir accueillir et accompagner les jeunes au mieux. Donc ça se fait dans ce cadre-là.
S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vais soumettre cette délibération au vote. Et donc, pour être complet, nous accueillerons notre premier contrat d'apprentissage, si vous votez favorablement à cette disposition, dès le 15 mars prochain. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 54 qui précise les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation. Et je laisse la parole à nouveau à Madame Marie-France Rosti. Merci, Monsieur le maire. Les agents publics bénéficient d'un crédit annuel d'heures de formation professionnelle afin d'accomplir des formations visant à l'acquisition de compétences et faciliter l'évolution professionnelle. Aussi, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer la limite de prise en charge par la collectivité des frais de formation. Il est proposé de fixer ce plafond à 1 000 € par action de formation et 5 000 € pour l'ensemble des actions de formation demandées. Merci pour cette présentation. C'est un sujet sur lequel nous avons travaillé également avec Madame Joëlle Mizrahi, la première adjointe, qui a été adoptée en comité technique, donc au préalable de notre assemblée de ce soir, et qui vient en complément de ce qui peut être offert dans le cadre des plans de formation communaux qui sont déjà en place. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Monsieur Gonzalez, nous vous écoutons. Merci, monsieur le maire. Alors, des questions pour Madame Rosti ou pour vous, monsieur le maire. Est-ce qu'il existe un site officiel style gouv.fr pour que chaque agent puisse consulter l'état d'avancement de son compte, premièrement? Et deuxième question, est-ce que si un agent veut faire une formation, mais en dehors de ses heures de travail, est-ce qu'il est obligé d'en avertir ou de demander l'autorisation à l'autorité? Ça, ce sont les questions. Et maintenant, les remarques. Le CPF, donc le compte de formation, remplace, il me semble, le droit individuel à la formation qui, lui, était calculé en heures de travail, tandis que le CPF est maintenant calculé en euros. En prix, oui. Or, c'est pas ce que vous ne le... Pardon ? Oui, ce sont les tarifs, effectivement. Ce sont les tarifs. Le droit des crédits de formation. Oui. Parce que vous stipulez, il permet aux agents d'acquérir des droits à la formation dans la limite de 150 heures. Porté à 400 heures. Non, maintenant, ce sont des euros. Et il me semble que pour faire le principe des vases communicants entre les deux, il fallait que les agents le signalent et ils ont, je crois, jusqu'au 30 janvier de cette année pour le signaler. Sinon, ils perdaient les droits acquis antérieurement, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, mais voilà, questions et remarques. Oui, tout merci. à fait. Donc effectivement, tous ces sujets-là ont été abordés, comme je vous disais, en comité technique, au préalable des échanges que nous avons dans le cadre de cette assemblée. Donc nous sensibilisons et nous travaillons main dans la main avec les représentants du personnel pour les accompagner au mieux chaque agent. Donc c'est un dispositif complémentaire dont chaque agent peut bénéficier. Il n'a pas l'obligation, effectivement, de le faire sur son temps de travail. Il peut le faire sur ses heures en dehors de son temps de travail. Et chaque agent a accès à travers un site qui s'appelle moncomptepersonnel.fr à ses heures et aux crédits qui peuvent lui être octroyés. Il y a des limites en termes de budget et en termes aussi de crédit temps. Voilà. Donc pour que la bonne organisation, parce que comme un agent peut opposer son droit à la formation pour avoir des aménagements de temps de travail, il y a des limites qui sont fixées pour pas que ça l'empêche de mener quand même à bien ses missions trop longuement dans le cadre de l'emploi qu'il occupe au quotidien. Voilà les précisions que je pouvais vous apporter sur le sujet. Pour tout vous dire et pour être exhaustif, donc quand le plan a été présenté, après avoir travaillé main dans la main avec les représentants du personnel, il a été adopté à l'unanimité par les membres du comité technique, donc représentant l'ensemble des personnels de notre collectivité. Je le soumets aux voix en espérant le même résultat au sein de cette assemblée. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne l'activité des seniors et je me tourne bien naturellement vers André Collin qui est chargé et adjointe de cette délégation concernant la création donc, de règlements intérieurs pour la maison municipale des seniors qui est désormais installée à l'espace Robert Olive du côté du Logis Neuf. André Collin, nous vous écoutons. Merci, monsieur le maire. Le règlement intérieur établi au moment de l'association Les Seniors d'Allo est devenu un service municipal, est devenu la maison municipale des seniors en septembre 2020. Il était totalement obsolète parce qu'en fait ce règlement intérieur ne concernait que la transition d'une association privée à un service public. Donc il m'a paru nécessaire d'actualiser ce règlement intérieur
et de le soumettre à votre approbation. Ce règlement intérieur précise bien entendu la présentation de la maison municipale des seniors, les conditions d'admission, les activités proposées ainsi que son fonctionnement. Donc je vous soumets ce règlement intérieur qui va être notre base de travail et l'admission des personnes qui sont concernées par notre action. Merci. Alors, peut-être profiter de cette délibération aussi pour dire où on en est des activités qui sont proposées aux seniors. Elles ont été mises entre parenthèses en raison de la situation sanitaire. Et là, les dispositifs se sont très légèrement assouplis, ce qui nous a permis de reprendre une partie des activités, pas plus tard que ce matin. André Collin, si vous voulez préciser. Alors, nous avons pu, justement, nous sommes autorisés à reprendre nos activités extérieures. L'intérieur, pas pour le moment, les activités extérieures. Comme nous avons pu bénéficier du théâtre de nature, qui est réputé ERP, établissement recevant du public en plein air. Donc nous ne sommes pas limités par le nombre de participants. Ce matin, nous avons repris nos activités de gym, de qigong. Nous avons eu dans la matinée une centaine de personnes, par roulement bien entendu. Demain, nous reprenons les activités de danse. Il y aura une soixantaine de personnes aussi. Et jeudi, nous refaisons comme d'habitude la gym et le qigong qui doit recevoir normalement une centaine de personnes. Nous attendons l'autorisation de pouvoir reprendre nos activités à l'intérieur parce qu'il y a une frustration, mais on fait ce qu'on peut. Et nous allons reprendre aussi, nous avons repris à partir de cet après-midi, les randonnées, mais avec un encadrement beaucoup plus compliqué parce que la loi nous autorise, comme c'est sur le domaine public, à ne sortir qu'à 6 personnes, dont l'animateur. Cette semaine, nous ferons tourner à peu près une vingtaine de personnes. La semaine prochaine, il y en aura 45, et ainsi de suite, parce que ça nécessite plus d'animateurs. Et vous savez, comme moi, qui sont tous bénévoles. Donc, ils reviennent volontiers, mais par roulement, par 5, c'est pas grand-chose. Mais on arrivera à faire tourner quand même. Les 4 semaines qui viennent sont pleines. Les gens sont très intéressés, ils veulent absolument revenir. Donc nous sommes très heureux de les accueillir et je crois que ce matin, Monsieur le maire a pu voir la satisfaction de tous les adhérents quand ils sont revenus ce matin. C'était vraiment la bonne humeur, la joie. Et je vous avoue que j'étais quand même un peu étonnée, enfin un peu sceptique, parce que je me suis dit à 9h du matin, mais ils étaient tous là. À 9h du matin, ils étaient tous là et ils étaient tous heureux de travailler. Et nos animateurs ont été vraiment, vraiment à la hauteur. Voilà. Donc on peut s'en féliciter. Voilà, c'est l'occasion effectivement de les féliciter, de te remercier pour tout le travail accompli avec l'ensemble de l'équipe là qui est mobilisée. Donc j'étais là ce matin à 9h pour m'assurer de la bonne reprise de vos activités. Le théâtre de nature s'y prête parfaitement. Ce matin à 9h, il faisait bon et ça fait du bien effectivement, au-delà de l'activité physique, à renouer un peu de lien, bien entendu et bien naturellement dans le respect des gestes barrières. On respecte les mètres de distance entre chaque personne. Le port du masque reste obligatoire, mais avec toutes ces précautions. En attendant que j'espère les effets complètes de la campagne de vaccination, ça permet de reprendre le fil de vos activités en attendant mieux, j'ose espérer, d'ici le printemps ou l'été au plus tard. Je voyais Madame Larocca demander la parole, je vous la passe bien volontiers. Merci Monsieur le maire. Nous savons que la maison municipale des seniors a toujours fait un travail remarquable et il est nécessaire et important d'avoir un règlement intérieur. À titre d'information, nous aimerions savoir le montant de l'adhésion. Et d'autre part, il nous semble que le nombre d'adhérents avait été limité lors de la dernière mandature et certains avaient été exclus même. Donc nous vous demandons si le nombre d'adhérents est limité. Alors moi je vous rassure et je vous dis parce qu'effectivement il y avait eu quelques difficultés de ce type du temps de l'ancienne majorité municipale. Aujourd'hui ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Tous ceux qui veulent y adhérer sont les bienvenus et André Collin va nous rappeler le tarif de l'adhésion, ce qui est important. L'adhésion est fixée à 25 € l'année pour toutes les activités que nous proposons, qui sont à peu près à la hauteur d'une quinzaine. Donc il n'y a plus de limitation d'inscription. C'est quelque chose qui a été... Parce que nous étions montés jusqu'à 500 personnes. L'ancienne mandature nous avait limité à 400. Mais donc là, ça repart. Et nous avons aussi convenu d'un petit peu annuler la décision qui avait été prise antérieurement d'ouvrir cette maison des seniors aux gens qui étaient en arrêt de travail pour quelque motif que ce soit. Là, nous avons convenu d'ouvrir la maison des seniors à partir des gens de 50 ans, qui, même s'ils sont en activité professionnelle,
qui travaillent à temps partiel, qui travaillent avec le télétravail, qui sont disponibles et qui ont envie de venir passer un cours de gym, un cours d'informatique. Voilà. Donc nous ouvrons la porte à tous les allodiens de plus de 50 ans, moyennant 25 €. Et nous avons aussi obligation d'une cotisation à la Fédération française de la retraite sportive pour nous assurer toutes les garanties que les adhérents sont bien assurés. Et nous adhérons comme ça nous-mêmes à une fédération. Merci pour ces précisions, c'était important, ça vous convient, Madame Larocca, voilà. Et donc le cadre désormais de vos activités, quand elles pourront reprendre en interne, ça sera effectivement l'espace Robert Olive qui est plus grand, qui permettra de faire plus d'activités que ce que c'était déjà le cas précédemment. Voilà, donc la reprise des activités au théâtre de nature, et on va réfléchir à mener d'autres activités aussi, peut-être avec certains professeurs de sport là qui sont un peu à l'arrêt dans le cas des salles privées, parce que le théâtre de nature s'y prête parfaitement, comme nous avons pu le constater dès ce matin, date officielle de reprise des activités. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je soumets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Et nous pouvons passer au volet culturel avec la délibération numéro 56 qui concerne l'adhésion de la commune au collectif Provence. Et je laisse le soin à M. Henri Carvin de faire la présentation de ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Afin de promouvoir la culture provençale, il est proposé d'adhérer à l'association Collectif Provence qui a pour objectif de défendre la langue et la culture provençale, en proposant notamment de nombreuses activités et événements dans ce domaine. Le coût annuel de l'adhésion est de 50 €. Aussi, il est proposé d'approuver l'adhésion de la commune d'Allot au collectif Provence et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci pour cette présentation. Vous voyez que c'est un coût d'adhésion de 50 € annuel pour la commune qui est très symbolique, mais qui permet d'inscrire notre démarche dans ce cadre-là, avec potentiellement des choses très concrètes que nous mettons en place, que nous avons déjà instaurées et qui vont se poursuivre avec une meilleure promotion, notamment aux entrées de ville et des panneaux de la commune. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Pareil pour un certain nombre de noms de rues. Pareil, je souhaite à ce qu'on puisse porter les drapeaux provençaux partout où c'est possible, notamment au fronton des écoles, et aussi qu'on puisse éventuellement avoir des intervenants pour sensibiliser nos jeunes à la langue provençale dans les écoles. Il y a l'anglais, il y aura peut-être d'autres langues vivantes, mais le provençal peut s'inscrire aussi dans ce champ-là. Ça me paraît important pour qu'on soit bien inscrit dans les racines et l'identité qui fait la force d'Allot. Voilà la délibération que nous vous soumettons à vos votes. Est-ce qu'elle fait l'objet d'une demande d'intervention? Si ce n'est pas le cas, je soumets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 57, délibération importante, plus que symbolique, parce qu'elle traduit une ambition pour rendre plus accessible notre village avec la mise à disposition du terrain EDF pour espace de stationnement dans le cadre de nos manifestations communales. Et je laisse la parole à M. Anthony Paget nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, effectivement, je ne vous cache pas ma satisfaction de présenter ce soir cette délibération. Je crois que nous avons tous conscience de la problématique en matière de stationnement au sein de notre village, notamment les jours de manifestation. Nombreux sont les visiteurs et nous pouvons bien évidemment que nous en réjouir. Mais nombreux sont aussi les véhicules qui se stationnent jusque dans la Verte en raison de l'affluence. Il était donc indispensable de trouver une solution pour pallier à cette problématique. Et c'est grâce à votre détermination, Monsieur le maire, à celle de notre majorité, épaulée par notre direction générale, que nous sommes en mesure de proposer une première possibilité ce soir au travers de cette délibération. Par conséquent, afin de faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations communales, la commune souhaite occuper une partie du terrain du complexe sportif du groupe EDF en aire de stationnement. Aussi, il est proposé de vous autoriser, Monsieur le maire, ou votre représentant, à signer la convention de mise à disposition du terrain avec l'EDF. Merci pour cette présentation. Effectivement, donc, c'est le terrain de foot que vous voyez en contrebas du village, sur les terrains du comité d'entreprise d'EDF. Donc ça fait l'objet de nombreuses discussions et négociations avec eux. Cette convention nous permettrait d'avoir et d'aménager le terrain de sport qui est aujourd'hui à l'abandon. Il n'y a que les terrains de tennis qui sont encore utilisés par le comité d'entreprise, ce qui
représenterait 200 places de stationnement si on est bien organisé. Donc l'idée, c'est de permettre d'ouvrir ce nouvel espace de parking dès le prochain événement qui se tiendra dans le village. Comme je vous l'ai dit en introduction, ça sera le 28 mars dans le cadre du marché aux fleurs qui aura lieu dans le village, comme c'est le cas traditionnellement. Et en plus, ça sera donc, comme vous le savez, la fête des rameaux, donc dimanche 28 mars. Donc c'est une première convention qui en appellera d'autres, et on aura un projet plus pérenne à l'avenir à vous présenter, sachant que nous menons des négociations avec EDF pour que ce terrain stratégique en entrée de commune puisse faire l'objet d'une occupation qui puisse satisfaire au mieux l'ensemble des Allodiens pour faciliter l'accessibilité de notre village. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je laisse la parole à Madame Robineau, après Madame Larocca. Vous pourrez vous exprimer. Nous vous écoutons. Bien sûr que je me réjouis de cette convention que l'on peut passer, puisque cela faisait partie de notre projet. Effectivement, comme vient de le dire, c'est important le stationnement, d'autant si on a des mariages qui vont aussi revenir dans le centre du village. Il y a aussi un autre endroit, puisque j'avais fait des recherches à l'époque pour les places de stationnement, c'est aux terrasses d'Allo. Il faudrait se rapprocher effectivement du groupe Perotino parce qu'il y a beaucoup de places inoccupées. Et je pense que dans le village, ça serait bien que la commune puisse passer aussi cette convention. Peut-être l'avez-vous déjà envisagé, mais oui, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait toutes ces places vides et qu'ils ne servent pas. Oui, alors nous nous sommes effectivement rapprochés du groupe Perotino pour voir et pour mieux occuper les places qui sont en sous-sol des terrasses d'Allo. Le problème, c'est que le prix qui nous a été présenté par le syndic ne pouvait pas être assumé par la collectivité. Donc là, nous sommes en train d'en renégocier le coût, mais encore faut-il qu'un pas soit fait de la part du groupe en question, parce que pour l'instant, les montants qui nous étaient proposés ne pouvaient pas coïncider avec le budget que nous pouvions y consacrer. Notre objectif premier en la matière aurait été d'ouvrir ce parking, notamment pour tous les employés municipaux de la commune en semaine, pour qu'ils laissent les places de stationnement au cœur du village libre, et de le mettre à disposition du public le week-end, notamment lors des manifestations. Les négociations vont continuer. En attendant, là, donc, sur le terrain EDF, on a une traduction concrète, et en plus, pour le coup, ça se fait de manière entièrement gratuite. C'est une mise à disposition gratuite, si ce n'est juste les frais d'aménagement, mais là, on sollicitera nos services techniques pour permettre la bonne organisation du stationnement sur ce parking. Madame Larocca, vous vouliez prendre la parole. Merci, Monsieur le maire. C'est une bonne idée, d'autant plus que ce projet était dans notre programme, mais nous l'avions proposé à titre permanent. Est-ce qu'on pourrait envisager une opération comme nous l'avions fait pour l'usine électrique, c'est-à-dire acheter ce terrain à EDF pour en faire un parking communal ? Nous sommes conscients que cette opération d'achat ne sera pas facile à concrétiser, rencontrer des réticences de la part d'EDF et qu'elle aura un certain coût. Mais le jeu en vaut la chandelle, car nous connaissons tous le défaut de place de stationnement dans le centre du village. Et si cette transaction doit durer longtemps, autant commencer le plus tôt possible. D'autant plus qu'avec le projet de réalisation des travaux au niveau de l'usine électrique, un complément de parc de stationnement serait le bienvenu. Et ce parking donnera une bouffée d'oxygène à nos commerçants qui sont aussi impactés par le manque de places de stationnement. Donc, merci. Effectivement, donc on partage les mêmes objectifs en la matière. Donc effectivement, je le disais, nous travaillons à des solutions plus pérennes. Donc nous allons de cette manière-là contractualiser les conventions aussi souvent que possible pour pouvoir occuper ce domaine à chaque fois que ça nécessitera et qu'on organisera des événements au cœur du village. Et l'idée à terme, c'est de pouvoir négocier, mais nous entamons les négociations avec EDF qui sont autrement plus compliquées. L'idée, ça serait de racheter, de laisser une partie du terrain à disposition. Enfin, il faut qu'on trouve un accord avec le comité d'entreprise. Nous sommes donc en contact avec eux aussi bien au niveau national que régional en espérant trouver une solution dans des délais relativement courts, sachant que vous savez qu'on a ce projet de centre culturel, de pôle culturel au sein de l'usine électrique, que nous aurons naturellement besoin de places de stationnement au-delà des 200 places que va nous permettre cet aménagement. Et j'ose espérer qu'à l'horizon 2024-2025 maximum, c'est-à-dire date d'ouverture programmée de ce grand pôle culturel avec le musée Marcel Pagnol notamment, que nous puissions disposer d'un vrai parking accessible, paysager, végétalisé en entrée de commune. C'est l'objectif que nous poursuivons. Merci pour vos interventions. Je peux soumettre cette délibération numéro 57 à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ?
Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons sur le volet aménagement du territoire à la délibération numéro 58 qui concerne l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale qui est mené donc avec le territoire Marseille-Provence. Et je vous laisse le soin à M. Frédéric Plat, élu adjoint à l'environnement, nous en faire la présentation. Le matériel est défaillant. Hop, voilà. Donc, élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Alors, derrière cet acronyme un petit peu sauvage se cachent simplement des lois et des règles pour régir l'affichage sur les voies publiques, qui, comme au même titre que le PLU, désormais PLUI, est régi par l'intercommunalité, c'est-à-dire la métropole. Donc, plusieurs réunions ont eu lieu et je ne vous cache pas qu'on fait partie des bons élèves du secteur et c'est pour ça que nous venons verrouiller des conventions sur des choses que nous avions déjà appliquées en amont. Donc, suite à cette conférence qui s'est tenue le 4 février 2021, permettant d'échanger sur la concertation en cours et sur le projet de règlement local de publicité intercommunale, il appartient au conseil municipal d'exprimer son avis sur les propositions issues de cette concertation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, de toute façon, ces documents seront accessibles sur le site de la municipalité pour tous ceux qui veulent les consulter. Je soumets cette délibération aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet aménagement urbain avec la délibération numéro 59 qui concerne l'avenant numéro 1 au procès-verbal du constat de transfert en pleine propriété des installations d'eau potable à la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est-à-dire le retrait de la partie de l'usine de la Punche non utilisée par le service de l'eau. Ça fait référence donc au rapport que nous a présenté tout à l'heure Madame Corinne de Ranieri pour qu'on puisse y stocker les colis de nourriture qui seront à disposition des Alaudiens qui en auront le plus besoin en lien avec le CCAS. C'est une délibération que je laisse le soin à Monsieur Maurice Attias de présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, juste avant, pour rappel, tout le monde sait que l'eau n'est plus traitée à la Punche. Donc, c'est pour ça que ça fait partie de la partie qu'on va récupérer. Donc, pour rappel, en 2002, la commune avait transféré à l'époque la pleine propriété des installations d'eau potable à la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Aujourd'hui, il est proposé de signer un avenant à ce procès-verbal qui a pour objet de restituer à la commune la partie de l'usine qui n'est plus utilisée par le service de l'eau. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc ça me permet, soit moi ou un des membres de notre majorité, à signer l'avenant qui nous permet de réutiliser une partie des locaux, d'en faire un lieu de stockage, notamment au bénéfice du CCAS, parce que nous manquons de place dans les locaux du CCAS. Tous les bureaux sont occupés, ça travaille énormément. Et donc nous profitons à ce que la métropole nous rétrocède sans prix, heureusement, parce qu'à un moment, il était question de nous faire payer la rétrocession. Il y a un hors de question. Et donc, après une courte négociation avec la métropole, nous pourrons à nouveau bénéficier de ces locaux et nous les mettrons à disposition du CCAS pour qu'ils puissent en faire bon usage en matière de solidarité. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets aux voix cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 60 qui concerne une autorisation de principe relative à la vente d'une propriété communale et je laisse M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme, nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Alors, la commune envisage la mise en vente d'une propriété communale située au 166 impasse des Cigales, d'une superficie totale de 1015 m². Le bien sera mis à la vente auprès de plusieurs agences immobilières de la commune, afin d'obtenir une offre la plus élevée. Ainsi, il est proposé d'accepter le principe de la mise en vente de ce bien, ainsi que d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires pour cette cession. Je précise que ce bien est issu d'un legs. Ce legs avait été fait par Madame Gazet, décédée il y a maintenant quelques années, le 29 octobre 1994. Elle avait donc rédigé un testament au profit de la commune. Et donc je profite, Monsieur le maire,
de cette délibération pour rendre une nouvelle fois hommage à Madame Gazet. Merci. Effectivement, ça nous permet de régulariser cette situation. À travers cette délibération 60, s'il n'y a pas de demande d'intervention, je soumets ce rapport à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 61 qui concerne là aussi la vente d'une propriété communale dans le cadre d'une régularisation. Je laisse M. Patrick Sabatier présenter le rapport. Merci, Monsieur le maire. Afin de régulariser les emprises foncières, la Société du Canal de Provence nous a demandé de régulariser ces emprises car elle exploite 3 ouvrages. Il est proposé de céder des parcelles communales cadastrées 215, 233 et numéro 3 d'une superficie totale de 2353 mètres carrés au prix de 3 530 € et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Il s'agit tout simplement de décider de la cession de terrain qu'exploite la Société du Canal de Provence et de décider en même temps de mettre en place des servitudes pour accéder à ces terrains. Voilà, donc ce qui explique le prix de cette surface. Donc c'est pour faire une régularisation foncière au niveau de l'aqueduc de la Fève pour permettre effectivement aux autorités chargées d'en assurer l'entretien de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets au vote cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 62 concernant une autorisation pour la vente d'une propriété communale, là aussi, mes chemins Bon Rencontre. Monsieur l'adjoint à l'urbanisme, Monsieur Patrick Sabatier. Merci. La commune envisage la mise en vente d'une propriété communale située au lotissement Les Pins, chemin Bon Rencontre, d'une superficie de 509 mètres carrés. La vente sera réalisée avec les personnes dont l'offre sera la plus élevée. Ainsi, il est proposé d'autoriser d'accepter le principe de la mise en vente de ce bien, ainsi que d'autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires pour cette cession. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération numéro 63 et 64 qui concernent la présentation de 2 rapports d'activité, d'exploitation et d'entretien et de modernisation des installations d'éclairage public qui sont réalisées par la société Ecotech. Je laisse Monsieur l'adjoint, Monsieur Christian Lartaud, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Pour plus de transparence dans la gestion des installations publiques, la nouvelle municipalité souhaite présenter annuellement un rapport d'activité. Il est question de l'exploitation, de l'entretien et de la modernisation des installations d'éclairage public pour l'année 2019-2020. Ainsi, il est proposé d'acter le présent rapport. Je vais juste rajouter que la société Ecotech a lancé des travaux de relanternage dans la commune et enlève les anciennes installations électriques qui étaient vétustes ou vieillissantes pour les remplacer par des LED. Les LED étant 50% plus économiques en électricité. Et ces LED ont une durée de vie d'environ de 12 ans. Donc c'est vraiment un travail très efficace qu'ils font. La société Ecotech est sur notre commune, bon, mis à part les jours d'intervention, mais tous les lundis soirs, ils font une tournée dans la commune pour voir justement si tout se passe bien, si tous les quartiers sont bien éclairés, s'il n'y a pas de défaillance, etc. Donc ils font vraiment un travail très efficace. Pour vous donner une ordre d'idée, pour l'année qui vient de se passer, avec le relanternage en LED, on a fait une économie de l'ordre de 14 000 €. Merci pour ces précisions et la présentation de ce premier rapport. Donc nous en prenons acte.
S'il n'y a pas de demande de prise de parole, nous passons à la présentation du rapport 64 qui concerne l'exploitation, l'entretien et la modernisation des installations de chauffage, ventilation et climatisation qui est assurée par la société Dalkia. Monsieur Lartaud a à nouveau la parole. Merci, monsieur le maire. Dans un même objectif de transparence, dans la gestion des bâtiments publics, il est proposé d'acter le rapport d'activité 2019-2020 d'exploitation, d'entretien et de modernisation des installations de chauffage, ventilation et climatisation. Alors, pour rappel, il faut savoir que notre commune a signé un contrat CPE, un contrat de performance énergétique, Il faut savoir que sur le département, nous sommes une des seules communes, pratiquement, à avoir pour l'instant signé ce contrat CPE en 2018 et pour une durée de 7 ans. Je profite d'avoir la parole pour rendre hommage et remercier l'ensemble du personnel, hommes et femmes, de tout grade, du service technique, pour leurs compétences et pour leur dévouement sur les dossiers de notre mairie et surtout sur les divers chantiers qui sont mis en place actuellement pour notre commune. Merci Christian Lartaud pour la présentation de ce rapport dont nous prenons acte également. Nous mettons en ligne, donc, comme on s'engage à le faire depuis le début, tous ces éléments sur le site internet allo.com pour que chacun puisse en prendre connaissance s'il le souhaite en complément des échanges que nous avons eus dans ce conseil municipal. L'ordre du jour de ce conseil municipal touche à sa fin. J'en profite simplement pour vous. Oui, Madame Robineau, vous demandez la parole. Monsieur le maire, je souhaiterais intervenir sur les décisions présentées à la fin de ce conseil municipal, en particulier sur la décision municipale 2021-23 dont l'objet est une requête contre l'arrêté préfectoral du 21/12/2020 sur la carence de la commune en logements sociaux. J'aimerais vous préciser que j'ai toujours été favorable à l'union sacrée face au diktat de l'État et également soutenu les élus qui se battent pour la libre administration de nos communes, ce qui est pourtant inscrit dans notre Constitution. Néanmoins, vu la détermination affichée par ce gouvernement, suite aux propos tenus par Emmanuel Wargon, ministre délégué du Logement, le 7/12/2020 sur les ondes, qui a demandé de la fermeté vis-à-vis des maires dont les communes sont carencées et des sanctions exemplaires qui pourraient mettre en danger notre commune. Alors je pense que nous devrions plutôt qu'une attaque frontale négocier avec Monsieur le Préfet afin de pouvoir récupérer l'attribution des logements, éviter des préemptions urbaines supplémentaires avec des constructions non maîtrisées par la commune, et d'être pénalisé par des amendes considérables, c'est ce qui est bien noté dans l'arrêté, qui pourraient atteindre jusqu'à 400% des montants que nous avons déjà à supporter. Et qui plus est, de toute évidence, nous sommes en train, on en a parlé avec le soutien à Erilia, et on pourrait perdre également le bénéfice de ces subventions communales qui sont versées aux bailleurs sociaux, et de toute façon ne plus avoir en contrepartie les logements réservés à la commune qui seront transférés à l'autorité administrative de l'État. Alors j'avais bien adhéré par mon vote au contrat de mixité sociale dans l'ancienne municipalité qui avait voulu et qui a été frappé au coin du bon sens et avait préservé à l'eau grâce à l'urbanisation maîtrisée de la commune. Alors j'aimerais savoir, Monsieur le maire, devant cette pression excessive de l'État, connaître la position de notre député de la circonscription, qui comme toujours brille par son absence, et qui devrait avoir un rôle important dans le soutien par rapport à ce combat pour dénoncer l'arbitraire gouvernemental. Je crois que c'est un point important. Vous nous aviez indiqué qu'on aurait un compte rendu de votre entretien avec Monsieur le Préfet. Je reviens sur la commission concernant justement ce contrat de mixité sociale. Je pense que ça serait important que nous puissions travailler ensemble et surtout défendre notre commune par rapport à cet État qui veut imposer des choses qui sont souvent irréalisables. Oui, effectivement, donc nous en avons parlé dans le cadre de ce conseil municipal. Ça a fait l'objet de débats aussi lors des conseils municipaux précédents.
On l'a dit, on le répète, notre commune est carencée en matière de logement social et la décision municipale à laquelle vous faites référence, la numéro 2021-23, c'est l'objet, c'est une requête contre l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2020 qui formalise les pénalités financières auxquelles sont soumises les communes, toutes les communes carencées. Donc il y en a 32 sur le territoire métropolitain, dont la commune d'Allot, parce que comme vous le savez, nous avons 6,2% de logements sociaux, là où la loi SRU nous en impose 25. Bien entendu, nous ne sommes pas restés inactifs depuis que ces arrêtés, mais qui sont formalisés depuis des années et qui se traduisent par des pénalités financières très concrètes que nous avons intégrées lors du dernier budget que nous avons voté le 28 juin dernier. On en avait déjà discuté à ce moment-là. Et je tiens à ce que nous menions une action contre l'État, parce que j'avais été reçu dès début janvier, suite à cette signature d'arrêté, par le préfet de région, avec une petite délégation de maires menée par Georges Christiani, qui est le président de l'Union des maires au niveau départemental, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'association des maires de France au niveau de notre département, et les 6 maires que nous étions à avoir été reçus par le préfet de région au fil de nos 2 heures de discussion très intenses avec monsieur le préfet et ses équipes, j'ai bien compris que malheureusement il n'y avait rien à attendre de la négociation, parce qu'ils font face, les préfets, à une telle pression gouvernementale pour appliquer strictement et sans aucune marge de manœuvre les directives gouvernementales, que si nous voulons lutter et dénoncer le poids financier que font supporter cette loi SRU à nos communes, eh bien, nous sommes obligés de le formaliser sur le plan juridique, et c'est pour ça que nous avons fait le choix de porter cette requête pour contester cet arrêté qui fait peser de lourdes charges financières sur nos communes. Je pense que toutes les communes de France ont à cœur de pouvoir loger ses habitants dans les meilleures conditions possibles, à condition de respecter le cadre de vie et l'environnement qui est le nôtre. Et à Allot comme ailleurs, on fait l'objet d'une pression relativement forte de la part des services préfectoraux, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait des marges de manœuvre et des terrains aménagés sur la commune, mais je ne me résoudrai jamais à laisser ces terrains se laisser construire pour faire du 100% de logement social. Nous n'en voulons pas, mon prédécesseur n'en voulait pas, et nous continuerons le combat, et c'est le sens de cette décision et de cet arrêté que nous attaquons avec 32 autres maires de notre territoire métropolitain, et ça c'est la première d'une longue série d'actions que nous allons mener au fil de l'année. Alors avec les parlementaires qui joueront le jeu, alors vous faisiez référence à notre député, je pense que c'est pas là l'objet, l'essentiel c'est d'être là et d'agir avec les élus locaux disponibles. Donc il y a la métropole, il y a les parlementaires, qu'ils soient de la circonscription ou pas, peu importe, députés, sénateurs, et pour permettre aussi, effectivement, et je trouve ça le plus injuste, que nous ayons à batailler pour défendre nos dossiers prioritairement. Quand la commune d'Allot investit pour faire du logement social, elle doit pouvoir y loger prioritairement les Allodiens. Ce sera notre principal combat, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans les années futures en la matière, parce que si cette condition n'est pas réunie, nous ne construirons plus de logements sociaux, c'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà, pour faire le point sur le sujet, on va en rester là parce que ce n'est pas l'objet d'un débat, on en a déjà parlé plusieurs fois, nous en reparlerons dans les conseils municipaux futurs. L'ordre du jour est épuisé. Je vous rappelle juste quelques dates importantes avant de clôturer définitivement les discussions qui sont les nôtres. Celui du chalet de la gastronomie. Commandez vos menus à emporter au chalet de la gastronomie. Mercredi et samedi, c'est Lousteau Gourmand qui proposera des menus à emporter. À noter sur la vaccination, si vous avez des demandes à formuler à la municipalité, adressez-nous vos demandes sur le mail que j'ai rappelé en introduction de ce conseil municipal, covid19, tout attaché, @allo.com, covid19@allo.com. Et après, 2 dates à retenir sur les prochains événements communaux d'importance. L'opération de reboisement le dimanche 21 mars prochain, au lieu d'Île-à-Limace à Notre-Dame-des-Anges, côté Logis Neuf, et le marché aux fleurs dans notre village le dimanche 28 mars. Et vous pourrez stationner sur le terrain EDF qui est en contrebas, ce qui rendra le site plus accessible. Merci à tous, élus comme tous ceux qui nous ont suivis à travers la retransmission vidéo, et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Oui, très important. Ah, bien.